plus ça va être gros, plus la structure, plus il va y avoir de monde, pour aider à accompagner les franchisés et tout ça. Mais quand je te disais que c'est notre priorité numéro un, si eux, ils sont bien accompagnés, ils sont heureux, que leur restaurant est rentable et profitable, ils vont être la meilleure personne pour bien servir les clients, puis que les clients soient époustouflés par le service. Et dans le fond, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est divertir les gens, puis qu'ils soient attachés à nous, puis que, s'ils ont une petite fringale, puis qu'ils n'ont pas envie de manger de la friture, je pense qu'on est le premier choix, t'sais. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous, ici Léo Brunet pour un autre épisode du podcast Vision Dev. Vision Dev, notre entreprise d'investissement immobilier spécialisée dans le multirésidentiel. Et sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêve, j'interviewe des entrepreneurs, des innovateurs, des créateurs, bref, toutes sortes de personnes pour étendre notre réseau, mais surtout étendre notre bassin de connaissances sur leurs industries respectives et surtout sur leur parcours et les leçons qu'ils ont acquises en surmontant tous les défis qu'ils ont surmontés. Et notre invitée aujourd'hui en a surmonté plusieurs. Son nom est Élise Leclerc. C'est la copropriétaire de la chaîne de restaurants de pâtes qui est en pleine expansion dans la région de Québec et maintenant dans la grande région de Montréal et dans plusieurs régions du Québec, la chaîne Topla. Elle est venue nous parler de toute l'histoire autour de l'acquisition de cette chaîne-là qui était à 8 ou 9 succursales quand ils en ont fait l'acquisition il y a 1 an et tous les changements qu'ils ont amenés dans la structure jusqu'ici, entre autres sur le marketing qui est la spécialité de Élise. Et on parle de toutes sortes de sujets, entre autres sur qu'est-ce que c'est d'opérer une entreprise en couple parce qu'elle est également copropriétaire avec son conjoint. Elle a de la famille aussi qui est impliquée là-dedans. Ils sont une grosse équipe à gérer ce projet-là et ça demande une bonne communication, un bon leadership. Elle nous parle de tous ces défis-là qu'elle surmonte avec brio. On parle aussi d'une expérience commune qu'on a eue, puis c'est là qu'on s'est rencontrés, d'étudiants à votre service quand on était franchisés lors de l'université. Quelles leçons elle en a tirées et aussi tout le parcours qui l'a amené jusqu'à être copropriétaire de Topla. On parle même de podcast, on parle de marketing. Elle est créatrice de contenu. Elle a un podcast aussi conjointement avec Elisabeth Abatiello. Elle a reçu des invités illustres comme François Lambert. Et c'est super intéressant de voir les parallèles entre nos deux chaîne podcast. Bref, c'est un épisode fascinant. On parle de toutes sortes de sujets intéressants. Vous ne voudrez pas le rater. J'en dis pas plus. Ça tourne? Ouais. Good. Élise, merci d'être là aujourd'hui. Hey, mais merci tellement pour l'invitation. Merci d'avoir fait la route en plus de plaisir. Québec. Puis la grande visite. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Oui, aussi, c'est vrai. On en parlait avant l'épisode. On s'est connus dans Scholars, étudiant à votre service à l'université. Oui. Des belles années, des très beaux souvenirs. Puis j'ai hâte de voir d'avoir ton point de vue en rétrospective sur qu'est-ce que ça t'a apporté. C'est sûr qu'on va en parler dans l'épisode. Puis tu as fait beaucoup de chemin depuis. Donc, bien hâte de déballer tout ça avec toi. Je voulais commencer par le commencement. Oui. L'entrepreneuriat. Oui. Tu me disais que c'était pas quelque chose qui faisait partie de ta famille. Donc, non. Comment est-ce que tu as entré en contact avec l'entrepreneur? C'est quand que c'est devenu un but pour toi ou une vision qui t'intéressait? Oui, dans le fond, moi, je suis pas issue d'un milieu d'entrepreneur du tout. Mes parents ont étudié pour des professions dans lesquelles ils ont travaillé toute leur carrière. Donc, l'entrepreneuriat, je connaissais tout simplement pas ça. Depuis mon plus jeune âge, j'avais toujours dit que je voulais des hôtels. Qu'est-ce que ça signifiait? J'ai aucune idée. Monopoly style. Ouais, genre, je voulais des hôtels. Je sais pas, est-ce que je voulais travailler dans un hôtel? Est-ce que je voulais avoir l'hôtel, l'immobilier? Je sais pas qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans, mais j'ai dit ça vraiment longtemps. Quand il est venu le temps de vraiment choisir comme plus une carrière, fin du cégep, fin du secondaire, pardon, peut-être début du cégep et tout ça, je me suis dit que j'avais un plan en tête. Je me suis dit, je vais être ingénieur, puis je vais faire une maîtrise en administration. Fait que mon plan, c'était d'être ingénieur puis faire une maîtrise en administration. Okay. Fait que j'ai commencé le cégep dans cette optique-là. Puis au cégep, j'ai eu des cours, plus de sciences sociales et tout ça. Puis j'ai rencontré des gens qui avaient des fibres entrepreneuriales pour la première fois. Puis je parlais avec ces gens-là, puis je voyais l'étincelle dans leurs yeux. Puis je me reconnaissais tellement, je voyais tellement quelque chose que j'avais en moi, mais que j'avais jamais été capable de nommer.
Puis là, ces gens-là, ils me disaient, ah ben moi, je veux mon entreprise de, puis moi, je veux mon entreprise de, puis je veux faire mes affaires, puis tout ça. Puis j'avais jamais vu ça comme ça. Puis je pense que je l'ai toujours su un petit peu que c'est ça que je voulais faire sans être capable de le nommer parce que, tu sais, je disais, bon, je vais être ingénieure, mais je vais avoir une maîtrise en administration. Mais dans le fond, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de passer par l'ingénierie pour pouvoir faire de l'administration puis de l'entrepreneuriat. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait un 360 puis que j'ai décidé que c'était l'entrepreneuriat plus qui allait m'intéresser. À ce moment-là, je trouvais ça cool parce que quand je parlais de des choses comme ça avec les gens dans mon entourage qui n'avaient pas cette tête-là, les gens me disaient souvent mais c'est quoi ton projet? Tu sais, c'est quoi ta passion? C'est quoi que tu veux faire exactement? Puis moi, j'avais pas de projet en tête. C'est quoi tu veux inventer? C'est ça, exactement. Tu sais, les gens, ils pensent, ben, en tout cas, mettons, on recule 15 ans en arrière, là, je sais pas, 12 ans en arrière. Tu sais, les gens me disaient, c'est quoi ton projet? Mais j'en avais pas, fait que je me disais, ah, ben, tu sais, je peux pas être entrepreneur, tu sais, j'ai pas de projet, j'ai pas mon invention, Ben oui. j'ai pas. Non, je viens d'écouter ton épisode avec François Lambert, justement, où est-ce qu'il disait, pour le monde, être un entrepreneur, c'est être un inventeur, c'est d'avoir d'inventer une patente que tu vas vendre. Puis, mais il y en a plein des entrepreneurs que c'est ça. Oui. Mais tu sais, j'ai comme l'impression que c'est pas. Il y en a pas tant que ça, tu sais. Comme c'est une partie d'entrepreneurs, mais il y en a tellement une grande variété que mais il y a moi, je me reconnaissais on a besoin pas d'entrepreneurs dans tellement d'autres domaines Ouais. aussi, juste réorganiser plein de choses, réinventer ce qui existe déjà. Tu sais. Ben oui, exactement. Fait que là, ben, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi, qui avaient des intérêts comme moi, puis qui n'avaient pas de projet non plus. Puis je me disais, ah, ben OK, c'est pas un problème, je vais trouver un projet. C'est à l'université, dans les programmes, dans le fond, en ingénierie, tu as rencontré du monde. J'ai même pas commencé en ingénierie, finalement. Ah non, OK. Non, ça, j'ai fait cette réalisation-là, je pense, ma dernière année au cégep. Fait que je suis tout de suite allée en administration à l'université. Fait que déjà là, je savais que je voulais aller comme dans une branche administrative. Tu sais, étant donné que, justement, je viens d'un milieu où, bon, les gens avaient quand même beaucoup étudié, c'était comme un no-brainer pour moi. Je savais que, tu sais, j'allais continuer dans cette voie-là. J'étais pas nécessairement non plus encouragée à, tu sais, partir tout de suite ou, tu sais, essayer tout de suite quelque chose. Puis en même temps, ben, à cette époque-là, je me trouvais donc vieille, mais tu sais, maintenant, quand j'y repense, mon Dieu, j'étais encore un enfant au début de l'université. Fait que c'est ça, j'ai commencé en administration, puis je me suis dit, ah ben, tu sais, de fil en aiguille, ça va me laisser le temps de me trouver une idée ou un projet. Ouais. Fait que, tu sais, je savais déjà que j'allais aller comme dans une branche plus administrative. Mais ça a vraiment été un gros déclic pour moi parce que je pensais pas que c'était une possibilité. On dirait que j'ai comme vu ça, puis j'ai fait, wow, il y a tellement de portes qui viennent de s'ouvrir que... Je comprends tellement ce que tu as vécu en plus. Il y a plusieurs choses dans ma vie où c'est arrivé comme ça. Il y a eu un déclic, puis ma vision d'un concept a complètement changé. Puis là, soudainement, ça m'appartenait, ça me rejoignait totalement. Alors que jusqu'avant, les exemples que j'avais ne fitaient pas du tout avec qui je suis. Puis là, c'est comme un moment d'illumination. Ouais, c'est ça, life-changing moment. Cool. Puis... quand tu disais que tu rêvais d'avoir des hôtels un jour, ça ressemblait à quoi cette vision-là? C'était... Hey, je sais tellement pas. C'est comme... Là, tu parles petit enfant, là? Ou... Oui. Dans le fond, tu sais, quand on demande à un enfant, bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et tout, moi, j'ai toujours répondu que je veux des hôtels. Je sais même pas à quel âge j'ai commencé à dire ça, tellement que je l'ai dit toute ma vie. C'est pas une idée qui a été plantée, là. C'est vraiment, ça venait de toi. Non, pas du tout. Tu sais, ma mère est dans la santé, mon père est en ingénierie. Tu sais, comme, autour de moi, j'ai énormément de professeurs. Comme, il y avait rien qui faisait du sens là-dedans. C'est trop drôle. Moi, je pense que ce que je m'imaginais, c'était... l'hospitalité? Ouais, recevoir les gens, tu sais, les traiter aux petits oignons, tu sais, qu'ils soient dans un bel environnement, qu'ils soient bien, qu'ils aient envie de venir chez nous. Tu sais, je pense que c'est ça que je voyais, puis je voulais comme transformer ça en travail, je pense. C'est tellement cool. Tu t'es retrouvé exactement dans le bon domaine. Pour vrai, oui, puis j'aurais jamais pensé à ça. Incroyable. Les détours de la vie. Tellement, là. OK. Ben oui, puis là, ben dans le fond, c'est là qu'est arrivé Scholars at Your Service. Moi, c'était ma première année d'université. Puis, je commençais... Moi, j'étais en administration, je viens du Saguenay. J'avais aucune bonne raison, je devrais dire plutôt, d'aller étudier à Montréal. Le programme se donnait dans ma petite ville. J'ai décidé ça parce que moi, une de mes passions, nombreuses passions dans la vie, c'est de me sortir de ma zone de confort. Fait que j'avais décidé que je déménageais. Une aventurière. Exactement. Fait que j'ai déménagé à Montréal. Ça faisait... Quand j'ai entendu parler de Scholars at Your Service, ça faisait peut-être
je sais pas, 2, 3, 4 mois maximum que j'avais déménagé à Montréal. Oui, exactement. Puis, je suis toujours été vraiment ouverte, tu sais, comme aux opportunités et tout ça. Puis, ben, c'est bête, là. Je pense qu'il y avait un clipboard qui circulait dans nos cours à l'université. J'ai fait, OK, c'est quand même cool. J'ai donné mon adresse courriel. Après ça, on m'a contacté. On m'a demandé... Ben, j'ai fait mes recherches, évidemment. J'ai regardé tout ce qu'il y avait dans le marché. Bon, c'était quoi cette industrie-là et tout ça. Puis... j'ai l'impression, comme plusieurs choses dans ma vie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Puis ça m'a full intéressé. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, OK, vraiment cool. Juste pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, étudier en votre service, Scholars at Your Service, c'est un programme dans lequel... Puis t'es pas la première invitée du podcast qui l'a fait. Effectivement. Les gens qui ont passé par ce programme-là, on est tous restés un peu en contact. Puis ça nous a tous pas mal marqué, en tout cas moi le premier. C'est un programme où on va fournir une franchise de peinture résidentielle à un étudiant à l'université pour qu'il en fasse la gestion. Puis ça vient avec le coaching et le groupe d'autres franchisés qui se regroupent tous ensemble pour échanger des idées puis apprendre à gérer leur première entreprise, souvent. Ouais. Puis c'est ça. Donc, tu as joint ça dans ta toute première année à l'université. Oui, exactement. Parle-nous de ton expérience. Puis, tu sais, dans le fond... j'aimerais ça parler de comment j'ai pris la décision d'embarquer là-dedans. J'ai juste suivi mon intuition, en fait. Je me suis dit, c'est pour moi, c'est une bonne idée. Puis, tu sais, j'avais comme une vision, un objectif. Je me suis dit, OK, tu sais, je vais être bonne là-dedans, je vais faire ça. Mais est-ce que j'ai réfléchi à comment j'allais me rendre à atteindre mes objectifs au moment de prendre la décision? Absolument pas. Tu sais, j'avais déjà fait de la peinture, mais tu sais, comme chez nous, tu sais, comme c'est pas des choses que... Je savais que j'étais quand même manuelle, là, par chance. Mon père m'a... initiée à ça très jeune, mais tu sais, c'est pas quelque chose, mettons, que je m'étais dit... que j'ai réfléchi en longueur dans le sens, bon, OK, telle étape, ça va me permettre de pouvoir le faire, de le réaliser. Tu sais, ça m'a juste semblé être une opportunité parfaite de me sortir de ma zone de confort puis d'essayer quelque chose qui serait plus entrepreneurial pour la première fois. C'est un bel exemple en plus de comment est-ce que on a tendance à croire qu'il faut déjà être un expert dans un domaine pour se lancer en entreprise puis développer une business qui va avoir du succès. Mais étudiant en votre service, c'est le meilleur exemple. On était beaucoup à juste avoir jamais touché un pinceau et on se retrouve à bâtir des business là-dedans avec plein d'employés puis avoir du succès, des clients super satisfaits. Là. Mais on apprend sur le tas puis on développe notre expertise rapidement puis il faut être créatif, trouver des solutions. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est un des plus grands apprentissages de la créativité, tu sais, justement, de trouver la manière. Tu sais, moi, j'ai toujours vu ma vie comme ça. J'ai un objectif qui est le point B, puis je suis au point A, puis je vais trouver toutes les étapes du chemin en chemin. Tant que tu restes bien orienté vers ta vision, je pense que... Ben, en tout cas, pour moi, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Je me suis jamais... arrêter à, bon, je connais pas toutes les étapes du chemin. Tu sais, je me suis jamais freinée à ça. Puis, bon, c'est un peu ça que ça représentait pour moi, Scholars at Your Service. Mais c'était vraiment une belle expérience en soi. C'est tellement un endroit où j'ai rencontré des gens intéressants. Tu sais, encore une fois, bon, même si j'avais maintenant une idée dans mon parcours de ce que je voulais faire dans la vie ou de ce qui m'allumait dans la vie, je côtoyais quand même pas beaucoup de gens qui avaient cette fibre entrepreneuriale-là. Puis là, c'était tellement cool. C'était un milieu où, je sais pas, on était 25, 30, tout à peu près dans les mêmes âges, qui avaient tout à peu près des intérêts similaires. Ça, c'était incroyable. La communauté était forte. Ouais, vraiment. C'est vraiment un bel été puis un bon moment. Puis ça me fait rire parce que à cette époque-là, ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis avec mon chum avec qui je travaille, mais c'était notre première année. C'est cette année-là que vous êtes rencontrés? On a commencé à sortir ensemble juste un petit peu avant. Okay. Puis c'est drôle parce que ça a comme fait partie, mettons, des bases de notre relation où on travaillait ensemble et tout ça. Puis on dirait que c'est à ce moment-là que j'ai vu que... Ou que, en fait, j'ai compris peut-être à tort que pour lui, l'entrepreneuriat, c'était pas pour lui.
Fait qu'à ce moment-là... Parce qu'il voyait qu'est-ce que tu vivais, puis les défis que tu avais, puis lui, ça l'allumait pas. Exactement. Fait que, tu sais, pour lui, on dirait que c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Mettons, exemple, je prenais des décisions et tout ça, puis lui, il voyait tout le temps les choses d'une manière différente, par exemple. Fait que, tu sais, je m'étais dit, OK, dans ma tête, c'était comme dossier réglé. Pour lui, l'entrepreneuriat, tu sais, c'est pas ça. Mais finalement, la vie fait tellement les choses bien, j'aurais tendance à dire, mais en tout cas, la vie a vraiment fait en sorte que ça a viré autrement. Puis, dans tes souvenirs, ça serait quoi le plus gros défi que tu as eu à relever dans ce parcours-là d'étudiant en votre service? Le plus gros défi, je dirais que à ce moment-là, c'était vraiment comme beaucoup d'émotions. Parce que il y avait des moments où je me sentais comme la reine du monde. On avait vraiment des belles victoires. Tu sais, c'était la première fois aussi que moi, j'étais en contact avec la vente. J'avais jamais fait de vente avant. Fait que c'était la première fois que, tu sais, mettons... bonne là-dedans. Pour vrai, oui. Puis c'est pour ça que j'aime autant ça, me sortir de ma zone de confort, parce que c'était la première fois que je faisais ça, puis je me suis rendu compte, crime, j'aime ça, puis je pense que je suis pas pire. T'sais, si je m'étais jamais sortie de ma zone de confort, j'aurais jamais découvert ça sur moi. T'sais. Fait que ça, mettons, c'était vraiment le fun. Mettons, là, tu closes un contrat qui est intéressant et tout ça. Ben là, tu te sens vraiment high. Mais là, après ça, ben là, tu vas être sur un chantier, puis là, il va arriver X ou Y. Bon, c'est pas comme tu l'avais estimé, puis bon, ça va te coûter plus cher finalement, ou ça va prendre plus de temps. Puis là, ben, t'as un vraiment gros down. Fait que, tu sais, c'est la première fois aussi que j'expérimentais ça, comme les hauts et les downs dans une même journée. Fait que, ça, je dirais que c'était quand même un défi. Puis c'est aussi un moment où ça m'a permis de découvrir mes lacunes. J'étais bonne dans la vente, j'étais bonne dans la gestion client. Puis on dit que, bon, on connaissait pas ça, la peinture et tout ça, mais ça n'a pas été trop long qu'on est devenus des experts, parce que crime, on en a tellement fait. Ah oui. Puis on avait les mains dedans. Fait que, pour vrai, bon, ça n'a pas été long qu'on est devenus des experts. Fait que, ça, là-dedans, j'étais bonne aussi. Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment moins bonne à ce moment-là dans bâtir une équipe. Puis trouver les bonnes personnes, dans le fond, dans le recrutement. Okay. Donc, c'était vraiment ça comme ma lacune. Puis je suis vraiment contente de m'en être rendu compte à 20 ans. Tu réussissais pas à attirer le talent ou tu réussissais pas à reconnaître le talent? C'était quoi le défi? Je dirais peut-être attirer, mais peut-être aussi le reconnaître à ce moment-là. Garder l'équipe, pas de problème, parce que, tu sais, justement, je pense que ce qui revient dans toutes les choses que je viens de nommer, que j'étais quand même pas si mal, c'est tout le côté humain. Un bon je suis leadership, bonne à créer une relation avec les gens, une relation de confiance et tout ça. Puis je pense que ça m'a servi à ce moment-là. Mais je sais pas, juger peut-être de cette capacité-là chez les gens avant. Peut-être que j'étais trop naïve aussi. Puis je me disais, tu sais, comme les gens sont tous bons. Je sais pas. Fait que ça a été un défi. Optimiste. Probablement que j'étais trop optimiste. Fait que ça a été quand même un défi parce que j'ai eu la difficulté au début, à me trouver comme une bonne équipe. À la fin, ça allait super bien. J'avais fini par réussir à trouver tout ça, mais j'ai vu que c'était cool. Entre le début et la fin, c'est même pas un an. Hein, donc, mais j'ai tellement vieilli là-dedans, c'est ça. Fait que... non, je pense que ça, c'était comme un peu mon défi qui a été là-dedans, mais ça a été tellement bénéfique puis formateur que, tu sais, de me rendre compte de ça aussi rapidement a fait en sorte que, tu sais, ça m'a vraiment servi plus tard dans les années à venir, tu sais, dans ma carrière. Là. Fait que, Puis tes forces, tu dirais que c'était la vente que tu as découvert. Qu'est-ce qui fait que tu avais du succès en vente, selon toi? Je pense que je suis quelqu'un de très expressif. Puis je suis quelqu'un de très authentique et honnête. Fait que dans mon expression de mon honnêteté, je pense que ça se ressent que j'ai vraiment de l'air honnête. Puis... Tu veux le bien des gens. Oui, vraiment. Tu veux qu'ils soient bien dans ton hôtel. Oui, vraiment. Je veux que les gens soient bien dans mon hôtel. Fait que, tu sais, je pense que ça se ressentait. Puis, tu sais, j'ai l'impression... dans ma vie, je développe les relations de la même manière avec tout le monde. Je développe les relations avec mes sœurs, avec mes amis, avec mes collègues, avec les clients, de la même manière avec tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que ça transparaît beaucoup dans
ben, c'est mon honnêteté, je pense, puis qui transparaît beaucoup là-dedans. Fait que, tu sais, justement, avec les clients, j'ai développé super des belles relations aussi. Fait que je pense que, tu sais, quand, justement, tu vas avoir quelqu'un en qui tu penses que tu peux avoir confiance, puis, tu sais, c'est sûr que aussi, après, je me fais un devoir de own up. Oui. Tout, la confiance. De livrer la marchandise. Ben oui, 100%, ça, c'est extrêmement important pour moi. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un peu la raison de ma réussite parce que ça avait quand même bien fonctionné. Ouais. Moi, c'est un programme que j'ai fait 1 an seulement. Puis, bon, déjà, j'ai eu beaucoup de plaisir, c'est clair, mais ça a été formateur, puis ça avait quand même bien été de mon côté. Oui. On avait célébré ça dans le Sud. Oui, à c'est la ça. fin. C'est des bons souvenirs, ça aussi. Ils avaient l'art de créer les targets puis les récompenses pour te motiver encore plus d'atteindre ces targets-là et célébrer. Comme ça, c'est une des choses que j'ai appris de Scholars, que j'aimerais plus mettre en place dans ma business, c'est célébrer les wins. Comme célébrer les victoires. Ils avaient des rituels écœurants sur comment célébrer constamment, de semaine en semaine, même chaque trimestre. Puis remonter le moral de tout le monde avec ça, là, ça c'était bien réussi, je trouve. Ouais, mais tu vois, ça, c'est super intéressant aussi parce que ça m'a permis de... Tu sais, dans ma vie, après ça, j'ai mis ça en application pour me motiver moi-même parce que, tu sais, gérer sa propre motivation, c'est pas toujours facile. Tu sais, il y a des moments où, justement, on va peut-être être moins motivé. Bon, il va y avoir des downtime et tout ça. Puis, justement, bon, moi, j'avais toujours eu des emplois étudiants et tout ça. J'avais jamais été dans la vente. Fait que, tu sais, c'était comme des tâches. Je montais des tâches de telle heure à telle heure. Puis tout ça. Fait que j'avais jamais eu ce style de motivation-là pour me motiver. Mais la puissance de ça, tu sais, d'être capable après ça de réemployer à plus petite échelle pour moi-même, pour me motiver, bien, ça m'a vraiment beaucoup servi par la suite aussi. Oui, clairement. Ça prend ces genres de balises-là quand tu es complètement libre, puis qu'il n'y a pas de structure, puis qu'il faut rester motivé au jour le jour, sans voir les résultats au jour le jour. Là. C'est important d'avoir des visions claires, puis des buts, puis... Good. Qu'est-ce que tu as fait après cette expérience-là? Après toute cette excitation-là, ben ça oui, t'a mené par la suite, ça a comme closé un peu... ça a closé mon premier chapitre entrepreneurial parce que pour la suite, j'avais plein d'autres projets. Donc, après ça, j'ai terminé mes études en administration. À ce moment-là, j'ai pensé que je voulais travailler comme planificateur financier. Donc, moi, je me voyais assouvir mon besoin d'entrepreneuriat en faisant de la planification financière. Fait que j'ai poursuivi. Après, j'ai fait un certificat en planification financière à distance. Puis, comme j'ai toujours fonctionné dans la vie par opportunité, ça a donné que, bon, étant donné que j'étudiais comme à temps partiel, j'ai une amie qui me dit « Ah, ben moi, j'ai un employeur, il est vraiment super nice, un des meilleurs employeurs au Canada, etc., etc. Bon, tu devrais appliquer pendant que tu étudies. » Fait que j'ai appliqué. Puis, dans le fond, j'ai travaillé pendant 4 ans là, dans un des plus grands assureurs au Canada, au siège social à Québec. Donc, j'ai travaillé là pendant 4 ans. Lequel? Industrielle Alliance. OK. Yeah. J'ai travaillé chez Industrielle Alliance au siège social. Dans le fond, il faut dire que moi, comme je disais tantôt, j'ai étudié à Montréal. Bon, Montréal adoré. Moi, je serais restée à Montréal. Mais mon copain, lui, pendant tout le temps de nos études, lui vivait à Québec, puis moi à Montréal. Fait qu'on a fait la distance pendant 3-4 ans. Donc, à la fin... on avait une entente que lui venait me retrouver à Montréal à la fin de nos études, mais finalement, ça s'est pas réalisé. C'est moi qui ai plié. Vu ma capacité humaine, à ce moment-là, ça m'a peut-être non servi. On avait convenu que c'est moi qui aurais plus de facilité à me réadapter. Toute force vient avec un piège. Ben, c'est ça. Fait que là, ça, c'était mon piège. Fait que là, c'est comme, ah, bon, Élise, toi, tu vas avoir plus de facilité à t'adapter si toi, tu viens me retrouver à Québec. Ça me faisait pas particulièrement plaisir, mais évidemment... comme de par mon intuition, je savais que c'était mon partenaire de vie. Fait que j'ai décidé de déménager à Québec. Donc, c'est là que, justement, bon, j'avais plus nécessairement de repères. Là, c'était comme une nouvelle ville encore pour moi. Fait que j'ai commencé à travailler chez Industrielle Alliance à ce moment-là, dans un poste
vraiment d'entrée. Tu sais, c'était pas une réflexion consciente. Je commençais un nouveau programme dans l'objectif de éventuellement être planificateur financier. Fait que je me suis dit, c'est parfait, tu sais, comme ça va être un peu... Une étape à la fois. Là. C'est ça, exactement. Je voyais ça un peu comme un no-brainer, ma job de jour, tu sais, comme... je voyais ça un peu comme ça. Puis... Ce qui peut être reposant après la vie d'étudiant à votre service ou c'est ça, exactement. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait 2-3 jobs en plus qui allait à l'école, tu sais. Je surprendrai pas personne en disant que je suis quelqu'un quand même intense. Fait que j'ai beaucoup d'énergie. Fait que j'ai toujours travaillé beaucoup puis fait beaucoup de choses en même temps. Fait que pour moi, ce mode de vie-là me semblait reposant. Fait que je trouvais ça parfait. Dans le fond, ça me permettait comme d'accomplir plusieurs objectifs en même temps. Puis là est arrivé... en fait, c'est drôle parce que je me voyais faire ça peut-être 1 an. Tu sais, je m'étais dit, OK, j'embarque là-dedans, je l'essaye, je le fais 1 an. C'est une job corporative, je trouve ça cool. Et j'aime ça aussi varier mes expériences. Fait que, je me disais, je vais l'avoir fait dans ma vie, je vais savoir c'est quoi, tu sais. Puis là, est arrivée la COVID. Donc, c'est arrivé, je pense que j'ai travaillé 3 mois en présentiel. Puis après ça, ils nous ont tous renvoyés à la maison. Ça a été vraiment avantageux pour moi dans ce moment-là parce que, étant donné que c'était une période qui était vraiment houleuse, tu sais, on savait pas ce qui s'en venait et tout ça. Puis moi, j'ai jamais perdu mon travail. J'ai toujours eu comme cette... au moins ce travail-là pour me rattacher à la réalité, parce que, tu sais, veux pas, tous les jours sont pareils, on est tous à la maison. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment aidé à me rattacher à la réalité, parce que là, tu sais, je te disais, je tombe de travailler 2-3 travails, être vraiment souvent avec le monde. Tu sais, moi, je me nourris de mes relations avec les gens. Puis là, tout d'un coup, on est à la maison. Tu sais, au moins, j'ai pu me garder occupée, d'une certaine manière. Puis c'est resté comme ça pendant 4 ans, dans le fond. Je suis restée là 4 ans. J'avais quand même ma détermination d'évoluer dans ce milieu-là. À chaque année, j'ai une promotion, j'ai changé de poste. Fait que, tu sais, je me suis vraiment promenée, j'ai fait vraiment plusieurs choses différentes, toujours en administration. C'était quand même vraiment intéressant. Je travaillais, dans le fond, pour le département qui rémunérait les conseillers en sécurité financière. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup appris. Conseillers en sécurité financière? Oui, exactement. Tous ceux-là qui vendent les assurances. En fait, il va y avoir les planificateurs financiers aussi qui vont être là-dedans et tout ça. Dans le fond, c'est super compliqué, là. Tu sais, chaque police d'assurance qui est vendue a une rémunération spécifique qui revient au conseiller qui va avoir vendu l'assurance. C'est hyper compliqué. Puis, tu sais, des produits... Chaque licence a une structure de rémunération différente. Exactement. Fait que c'était super compliqué. La première année, j'étais vraiment les mains dedans. La deuxième année, j'étais analyste d'affaires. Donc, j'étais dans l'amélioration des processus et tout ça. Tu sais, il y a toujours des nouveaux produits, des nouveaux programmes, par exemple. Puis, fait que, pour améliorer le processus. Puis, par la suite, j'étais chef d'équipe. Donc, je faisais un peu plus de gestion. Fait que c'était vraiment un beau milieu. C'est très corporatif. J'ai vraiment adoré mon travail là-dedans. À un certain point, tu sais, j'ai terminé, en fait, parce que je faisais toujours mes études comme planificateur financier. J'ai fait le programme en 2 ans à temps partiel. Par le moment où je l'ai terminé, mes objectifs avaient changé. Ça, c'est quelque chose dans ma vie que j'ai toujours valorisé. Tu sais, oui, c'est vraiment bien d'avoir une vision, d'être aligné avec cette vision-là. Je suis quand même entêtée aussi de réaliser ma vision. Si je me set un objectif, il n'y a pas aucune raison valable pour laquelle je ne l'atteindrai pas. Mais mes objectifs ont changé entre-temps. Fait que je me suis quand même rendue à la fin. J'ai terminé mon cours. J'ai même fait l'examen de l'ordre. Mais je savais à ce moment-là que je ne pratiquerais pas. Donc, je savais que c'était plus dans les cartes d'être planificateur financier. Donc, done deal, tu l'as exploré. Done deal, je l'ai exploré, je l'ai fait. Je pourrais encore, je pense que j'ai 6 ans pour l'activer. Pour l'activer, c'est de l'inscrire à l'AMF? Oui, exactement. C'est ça. C'est de justement, payer pour avoir mon permis à l'AMF et tout ça pour vraiment pratiquer. C'est sûr que ça m'a appris plein de belles connaissances pour moi-même, mon portefeuille à moi, mon entourage et tout ça. J'adore donner des conseils. Fait que je suis tout le temps contente. Oui, puis t'étais attirée par ça à la base. Donc, clairement, il y avait un intérêt. Oui, clairement. Je serais curieux d'avoir ton point de vue sur ton passage
dans une grosse boîte comme Industrielle Alliance. Tu appelais ça un monde plus corporate, ça l'est. Et moi, c'est une plume qui monte qu'à mon chapeau. Oui. J'ai jamais passé par une grosse boîte de même. Puis j'aurais toujours été curieux de voir comment c'était organisé. Y a-t-il des trucs à aller chercher là-dedans pour des plus petits joueurs qui veulent faire grandir leur entreprise? Qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça? Mais clairement, puis tu sais, je te dirais que je ne l'ai pas réalisé, mettons, consciemment pendant que j'étais là-dedans. Mais maintenant que je suis dans une PME, de voir le contraste entre les deux, clairement qu'il y a des choses que tu peux tirer l'un de l'autre. Puis je trouve ça cool parce que, bon, on va y venir, mais moi, mon chum travaillait dans une PME pendant que moi, je travaillais chez Industrielle Alliance. Puis on se partageait beaucoup d'idées. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses, plusieurs modèles ou structures ou modes de fonctionnement qu'en discutant avec mon chum, ils ont implanté dans la PME. Et vice-versa. C'est sûr que moi, bon, dans un grand monde corporatif, j'avais moins d'impact, mais tu sais, à plus petite échelle, tu sais, à la fin, quand je faisais plus de la gestion et tout ça, bon, définitivement, j'avais plus de latitude pour pouvoir implanter des choses, tu sais, dans l'équipe et tout ça, là, dans les modes de plus de gestion. Mais je pense qu'une des choses, c'est la structure, puis les procédures, puis la formation des gens. J'ai l'impression que dans une PME, ça va tout le temps vraiment vite, puis c'est souvent drivé par un leader qui a soif puis qui veut avancer. Donc... plus de patience. Peut-être plus de patience, oui, exactement. Vision puis, plus long terme. Parce que ça prend ce leader-là qui amène vers le haut puis qui drive. Ce que je pense que m'a appris le corporatif, c'est que tu te dis, je veux arriver là, mais il faut vraiment que tu prennes, pendant ton chemin, il faut vraiment que tu prennes toutes les petites actions qui te semblent te ralentir ou être plus longues au moment où tu le fais, qui vont te servir plus tard. Puis par là, je veux dire, tu es en train de monter, bon, je sais pas, tes opérations, tout ça, ça dépend vraiment du domaine, mais fais des processus, écris tout ça, assure-toi qu'il y a plus qu'une personne qui a les connaissances. Tu sais jamais... parce que, tu sais, là, quand tu es une petite équipe, bon, je sais pas, au début, tu es 5, 10, 15, chacun fait ses tâches, mais il n'y a pas nécessairement les... Puis là, ça avance, puis ça fonctionne. Mais, je sais pas, t'en as peut-être un qui va tomber malade, peut-être un qui va faire un choix de carrière différent. Fait que, tu sais, Donc, avoir un backup des connaissances. Ouais, un backup des connaissances. Ça c'est une des plus grosses choses. Classer la connaissance, s'assurer que tu vas savoir elle est où, puis qu'elle est écrite quelque part. Puis ça, je pense que ça va se faire plus tard. Mais tu sais, quand tu vas être rendu à ta vision, à ton objectif, où tu vas être vraiment avancé, ça te tentera pas de faire une pause tout pour te écrire remettre mode... dans ta tête d'il y a 3-4 ans, puis d'écrire. Ça va être bien trop un gros travail significatif. Fait que ça, je pense, le corporatif a vraiment... Une bonne procédure. Oui, il y a ça. Puis il y a une autre chose aussi. C'est vraiment bon, tout ce que tu partages. Oui, tu trouves? Mais comme je te dis, c'est tellement acquis dans le corporatif que c'est pas nécessairement quelque chose que je me suis dit « Ah, c'est vraiment important pendant qu'on le faisait. Mais non, c'est après. Oui, c'est ça, exactement. Puis, une autre chose, je trouve que, bon, encore dans la comparaison, dans une PME, vu qu'on veut aller vite, puis qu'on n'a pas nécessairement le choix non plus, on a tellement de restrictions, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'enjeux, il y a du financement là-dedans, il y a plus qu'une personne impliquée, tout ça, que je comprends que les décisions, ils doivent se prendre vite. Dans le corporatif, les décisions, il y a beaucoup plus de temps qui est attribué à la décision. Puis je pense qu'il y a vraiment une balance à aller chercher là-dedans. Je sais que pour quelqu'un comme moi, qui a une personnalité qui fit vraiment plus avec une PME, que ça pouvait être frustrant à certains moments de voir qu'une décision pouvait prendre une semaine ou deux à être prise. Sauf que c'est des décisions qui étaient vraiment réfléchies. Puis c'était plus dans le thinking aussi. Bon, si on prend cette décision-là, ça va faire tel potentiel ricochet. Tu as déjà une bonne idée de comme ton schéma de, bon, qu'est-ce que X ou Y décision va pouvoir t'amener ou puis ça donne une meilleure vision sur, bon, les prochaines décisions, comment est-ce qu'on va les prendre et tout ça. Fait que, tu sais, jamais je dirais à un entrepreneur de prendre une décision, tu sais, d'attendre 2 semaines avant de prendre une décision, alors que, tu sais, des fois, la décision, elle te semble, OK, on la prend maintenant, tout ça. Mais des fois, de
prendre plus de temps ou de dormir sur une décision avant de la prendre. Pour un entrepreneur, je sais que des Complètement, fois, non, c'est difficile, là. Mais je suis d'accord avec toi, ça fait une différence. Le temps fait une différence. Même si tu fais rien pendant tout ce temps-là, une semaine, 2 semaines, ta perspective change. Il y a des 100%. Éléments qui entrent en jeu, qui viennent changer ton point de vue. C'est comme magique. Oui, pour vrai, t'as pas besoin là, d'y penser 24 heures sur 24, de te coucher tous les soirs puis te reposer la question. Tu peux pas forcer ça. Non. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que c'est comme ça moi, ça m'apparaît comme un moment d'illumination. Tu sais, tu te dis, bon, j'ai telle décision. Fait que là, je sais pas, je me dis, OK, bon, j'ai fait le tour de la question, j'y ai réfléchi, tout ça. Je mets dans un petit tiroir, je laisse réfléchir. Puis là, après ça, mettons, je sais pas, je vais faire autre chose. Puis là, on dirait que je vais avoir une illumination, puis je vais me dire, oh mon Dieu, mais c'est tellement ça la bonne décision. Puis c'est juste ça, comme tu viens de le mentionner, c'est pas parce qu'on y a réfléchi, juste le temps. Ouais. Tu sais. C'est le feu du rond. Ouais. Des fois, je me dis... feu du fond, puis, ben, c'est ça, exactement. Des fois, je me dis, c'est la Alice du futur qui va prendre la décision. C'est la quoi? La Alice du futur. C'est peut-être Alice du futur dans 5 minutes, c'est peut-être celle de demain. Mais... La Alice qui vient de se réveiller de nuit. Ça se fait. D'autres éléments comme ça que tu as ressortis du monde corporatif? Mais je pense que c'est pas mal ça, pour vrai. Donc, la qualité des décisions, l'organisation, les systèmes. Oui, puis j'en ai peut-être une autre. Quand on est entrepreneur, ou en tout cas de mon expérience, on va vraiment s'entourer de gens avec qui on a des affinités. Je sais que, bon, d'avoir écouté plusieurs podcasts, ou en tout cas de mon expérience, c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui vont avoir des qualités complémentaires aux nôtres pour pouvoir s'élever. Mais on va quand même toujours avoir tendance à se lier avec des gens avec qui on a des affinités. Puis, c'est vraiment bien. On est une petite équipe. Je veux dire, si t'es pas... si on est 3, puis il y en a un qu'on s'entend moins bien, ben, comme, le temps est long. Dans le corporatif, il y a de tous les types de personnalités, puis tu es amené à travailler avec des gens complètement différents, des gens avec qui tu penserais pas à premier abord, avec qui tu travaillerais, mais finalement, il y a des choses qui sortent de ça qui sont incroyables. C'est des mélanges inattendus, je dirais, de quoi on va sortir un brainstorming ou des nouvelles idées, ou c'est comme une rencontre d'idées que tu te serais pas attendu. Parce que, bon, d'une certaine manière, c'est comme à l'université, quand tu fais des travails, t'es jumelé avec un peu n'importe qui. Ben, c'est un peu ça aussi, le domaine corporatif de mon expérience, c'est que t'es jumelé un peu avec n'importe qui. Puis, bon, je sais pas, vous faites un projet, on est une équipe de 8, vous avez toutes vos spécialisations, allez-y. Fait que, tu sais, comme ça, c'est une autre gymnastique mentale de... Ouais. Make it work, je vois ce que tu veux dire. Tellement des grosses équipes qu'il y a plus de diversité nécessairement. Puis t'es forcé à t'exposer à cette diversité-là, comparé qu'en PME, tu peux choisir vraiment avec qui. Ouais, ben c'est ça exactement. Puis ça aussi, ça a ses avantages. Ça peut mener à du groupthink, là. Ça peut mener à tout le temps penser de la même façon, puis pas réussir à sortir d'une... Non, ça peut t'amener comme des angles morts, je dirais. Exact, t'es convaincu, tout le monde est comme vraiment hype, on va dans cette direction-là, c'est ça qui fait vraiment du sens et tout ça. Puis là, après ça, je sais pas, une semaine plus tard, tu te rends compte que, finalement, on n'avait jamais vu ça. Ça te prend peut-être la personne négative, des fois, qui est pas d'accord avec... c'est là l'intérêt, je pense, quand tu es entrepreneur, de participer dans des masterminds. Les masterminds, c'est... Un bon mastermind, ça va être du monde qui sont le plus proche possible de ton niveau d'entreprise. Et il doit y avoir une honnêteté rigoureuse entre les participants du mastermind pour vraiment te remettre à ta place puis te dire leur vraie pensée par rapport à... Puis là, ça vient challenger. Tellement. Ça devient peut-être réduire les angles morts. Oui, c'est vraiment important de se faire confronter. Ouais. Même si c'est inconfortable. Puis l'environnement corporatif aide à ça, contrairement à celui de la PME. C'est super intéressant. Fait que c'est ça. Puis là, ça a été mon parcours dans le milieu corporatif. Parce qu'après, dans le fond, mon certificat en planification financière, j'aurais jamais pensé ça, mais j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Fait que c'était pas... j'ai fait finalement mon MBA en administration que je pensais faire au tout début. Fait que je me suis lancée là-dedans. Encore une fois, bon, je travaillais dans ma job corporative, je faisais ça à temps partiel. Puis, je voyais l'horizon de la fin de mon MBA, puis je me disais, ce serait pas mal à ce moment-là que si je veux faire un move,
ce serait le bon timing. Ça closerait un beau chapitre de ma vie. J'ai vraiment adoré travailler là. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris plein de choses. Puis en même temps, je terminais mes études. Fait que je me disais, bon, c'est le moment. Fait que, je sais pas, je me considère une personne extrêmement chanceuse dans la vie, ou je sais pas si c'est juste parce que je suis ouverte aux opportunités. Ça a donné qui est tombé, bon, ce que je fais aujourd'hui dans les cartes. Pour faire un peu de backstory, mon chum, Benoît, que ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble, lui, pendant que moi je travaillais chez Industriel Alliance, travaillait pour Pizza Salvatore. Il a commencé à travailler là en 2020. Puis, il a commencé à travailler là, je pense qu'il était une dizaine ou une quinzaine d'employés au centre de service. Fait qu'il est vraiment arrivé dans les débuts de l'expansion de Pizza Salvatore, puis il les a vraiment accompagnés. Lui, il était en ressources humaines, fait que c'est lui qui, au début, dans toutes les ouvertures, staffait les restos. C'est lui qui a embauché. Salvatore, c'était un système de franchise ou c'était tout à l'époque, corporate? Eux, quand la famille, ils ont racheté de leur père, c'était un système de franchise. Ils étaient eux-mêmes, je pense, il y avait 7 ou 8 franchises sur un réseau de 14, si je ne me trompe pas. Fait que quand même. Puis quand ils ont racheté, ils ont transformé ça en réseau corporatif. Ouais. Donc, eux, ils ont fait une grande partie de leur expansion en réseau corporatif. Je crois, puis là, si je me trompe pas, ils se sont rendus jusqu'à 80 restaurants en mode corporatif. Ce qui est absolument impressionnant, là, on va se dire, là, c'est eux qui géraient toutes les opérations. Pour vrai, c'est incroyable là, quand on y pense. Il y en a pas beaucoup des grosses chaînes de même. Corporatives, c'est Starbucks serait un des gros, oui, mais il y en a pas tant c'est que ça. C'est beaucoup non. des franchises. Oui, exactement. Fait que ton chum a été avec eux c'est pour ça que justement mon chum était aux ressources humaines. C'était le premier qui a été engagé dans les ressources humaines. Parce que tu sais, c'est ça, à l'époque, bon, c'était le début de la COVID en 2020, quand il a commencé à travailler là. Les jobs en ressources humaines, bon, il n'y en avait pas vraiment. Là. En général, les entreprises ou les plus petites entreprises commençaient à couper là-dedans, tu sais. Alors que eux, bon, ils étaient en expansion, ce qui était pas du tout, mettons, si on peut dire, tendance, là, avec comme l'air. Donc, lui, c'est ça, il staffait les restos, engageait, bon, parce que là, l'entreprise grossissait à vue d'œil, fait que c'était aussi, tu sais, l'embauche pour le centre de service et tout ça. Puis, de fil en aiguille, il s'est vraiment beaucoup rapproché de la famille. Puis lui aussi il a rapidement évolué là, dans l'entreprise. Tu sais, au début, justement, il était aux ressources humaines. Par la suite, je crois qu'il a fait quelque chose d'autre. Entre les deux, je me rappelle plus trop. Mais vers la fin, il était rendu dans la vente de franchise. Fait qu'il vendait... il aidait l'équipe dans le développement là, à développer en franchise parce que, justement, je crois, je ne suis pas certaine des chiffres exacts, mais autour de 80 franchises environ, 80 restaurants corporatifs, ils ont fait une transition puis ils ont décidé de continuer à développer en franchise. Okay. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont tourné. Ils ont vraiment fait quelque chose d'incroyable. Ils ont donné des opportunités incroyables aux gens, aux gestionnaires qui étaient en place de transformer de la possibilité en fait, d'acquérir le restaurant et de devenir franchisé. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans le réseau qui ont eu ces belles opportunités-là. Puis, par la suite, ils ont continué à développer en franchise. Fait que... donc, mon chum, à la fin, il était plus dans le développement et dans la franchise et tout ça. Puis dans sa soif de grandir dans sa carrière, puis tu sais, il a fait lui-même beaucoup de chemin depuis, tu sais, comme je vous disais tantôt, zéro entrepreneuriat. Tu sais, si on retourne là, comme en 2015-2016, tu sais, moi, je le visualisais comme moi, j'aurais une grosse carrière, puis ce serait mon papa à la maison, tu sais. Il a fait vraiment beaucoup de chemin. Rendu, justement, peut-être 2022-2023, il était rendu très, très, très carriériste, puis il voulait avancer et tout ça. Puis, étant donné qu'il était très proche de ses collègues, de la famille Abatiello, il a démontré son intérêt de vouloir continuer à grandir avec eux, puis tu sais, what's next step. Puis, c'est à ce moment-là que le groupe se sont fait aborder pour faire l'acquisition de la chaîne de restaurants Toplan. Okay. Dans le fond, à la base, ils se sont fait approcher parce que, Pizza Salvatore, ça a fait beaucoup parler. Ils ont vraiment eu une hyper expansion, l'expansion la plus rapide au Canada. Fait que, pardon.
Ils ont eu l'expansion la plus rapide au Canada. Donc, ils se sont fait approcher par les propriétaires de cette chaîne-là, de restaurants Topla, pour faire un partenariat et faire l'acquisition de 50% de la chaîne pour aider, dans le fond, pour faire ça en partenariat, grossir la chaîne Topla en partenariat. Les propriétaires de... Ça, c'est une chaîne de restaurants italien? Oui, exactement. Une chaîne de restaurants de pâtes, mon Dieu. C'est vrai, si je peux l'expliquer, Topla, c'est une chaîne de restaurants de pâtes qui se spécialise spécifiquement dans la pâte. Donc, c'est italien. C'est une chaîne de restaurants qui se situe... tu sais, ça se situe, mettons, entre fast-food. Si on se situe sur une échelle de fast-food à restaurant chic, nous, on se situe dans le fast-casual. Donc, c'est peut-être un peu une coche au-dessus du fast-food. Ouais. Donc, tu sais, on va avoir des plats qui sont un petit peu plus élaborés, un service, puis tu sais, une ambiance qui est un peu plus élevée que le fast-food, mais ça reste que notre formule... Non, il n'y a pas de service aux tables, mais ça reste que c'est une formule, tu sais, qui se fait très bien emporter, livraison et tout ça. Fait que... Ça date de quand? C'est une entreprise qui date de 2014. 2014. Fait que là, c'est ça. Les propriétaires, dans le fond, les anciens propriétaires, eux, ils ont créé cette chaîne-là eux-mêmes en 2014. Le propriétaire, dans le fond, celui qui a starté ça, le fondateur, c'était son projet de maîtrise. Fait que lui, il a fait son MBA, puis je pense qu'il a dû étudier, je sais pas, en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, puis c'était son projet de starter la chaîne de restaurants. Lui, il était déjà dans une entreprise ou à la tête d'une entreprise de dépanneurs et pétroliers. Fait qu'il y avait déjà un réseau de, tu sais, une énorme entreprise sur le côté. Ouais. Tu sais, une énorme entreprise, puis là, il se startait en parallèle les restaurants. Fait que c'était peut-être, de notre impression, c'est peut-être un peu moins leur créneau. Fait que c'est pour ça qu'ils cherchaient à aller avoir des partenaires pour les aider dans le développement de leur réseau. C'est eux qui ont créé la marque, le concept. Ils ont créé la marque, le concept, ils ont tout créé. Puis de 2014 à 2019, ils ont ouvert 8 restaurants. Quand même. Oui, quand même. Puis tout ça, pendant ce temps-là, ils faisaient de la grosse acquisition, l'ouverture, dépanneurs et tout ça. Fait que c'était vraiment gros la business qui gérait de l'autre côté. Mais c'est-tu couche-tard ou c'était... Non, Sprint. Sprint. Oui. Ça dit rien, peut-être que c'est plus dans le coin de Québec. Ouais, dans le fond, c'est une bannière verte là, avec un petit lapin rose. Ah, je sais pas si ça dit quelque chose. Peut-être. En tout cas. J'ai une image vague. Mais c'est vraiment une très, très, très grosse entreprise. Puis, fait que ça, ils ont tout ouvert. C'est incroyable à quel point il y a beaucoup de business qui existent dans la région de Québec qui n'existent pas à Montréal et vice-versa. Oui, vraiment. J'ai l'impression que des fois, c'est deux mondes. C'est ça, exactement, en effet. Puis là, eux, ils ont... Ils étaient lancés dans une expansion parce qu'ils ont ouvert 7 restaurants à Québec, donc sur la rive nord, sur la rive sud. Puis en 2019, ils ont fait une ouverture à Blainville. Je pense que par leurs histoires, c'est un peu la COVID qui les a freinés. Puis en même temps, ils avaient d'autres opportunités de faire grossir leur autre business. Donc, ils n'ont pas continué dans cette lignée-là. Puis là, ils cherchaient des partenaires. Fait que quand ils ont contacté les Abatiello pour faire un partenariat avec eux, Guillaume, entre autres, il leur a dit tu sais, peut-être pas en partenariat, mais ça nous intéresserait de racheter. Puis là, j'imagine qu'il avait gardé en tête mon chum qui se disait tu sais, je veux continuer à grandir avec vous et tout ça. Fait qu'il lui a proposé. Il a dit est-ce que tu voudrais faire l'acquisition de la chaîne avec nous? Fait qu'on ferait ça ensemble. Puis, tu sais, nous, on est vraiment focus sur Salvatore. Toi, tu t'occuperais, tu sais, de Topla. Tu bâtirais ton équipe. Tu sais, tu ferais vraiment ça. Fait que là, c'est comme vraiment entrepreneurial. C'est tu t'occupes de tout, là. Puis comme... On finance, on fait ça ensemble. Va te supporter. On va te supporter, on va être tes mentors. Tu sais, tu vas avoir accès à des ressources et tout ça, mais comme... C'est ton projet, mettons. Incroyable. Quelle opportunité. C'est fou, hein? Vraiment. Puis là, tu sais, moi, je me rappelle quand il m'est arrivé avec ça le soir, tu sais, il me dit, hey, ils m'ont proposé ça. Tu sais, comme moi, j'avais pas besoin de 2 secondes pour réfléchir. T'avais pas besoin de 2 semaines pour cette décision-là? Non, pas du tout, là. J'étais pas besoin de dormir dessus, là. Non, pas du tout, parce que lui, évidemment, tu sais, il avait dit, je vais y réfléchir. J'étais comme, t'embarques, là. Il est comme... Il y a pas d'autre option, comme t'embarques. Puis je le poussais vraiment beaucoup pour ça, tu sais, vraiment
sais, j'étais comme... Puis à ce moment-là, let's c'était go, 8 là. restaurants encore? Ou Ouais, ça avait il y avait grossi? 8 restaurants Ok, encore. restaurants. Il y avait 8 restaurants encore. Fait que là, j'étais comme, let's go, il faut absolument que tu embarques. Puis, bon, ça l'a craqué, il a décidé d'embarquer tout ça. Moi, j'avais une petite pensée en arrière dans ma tête. Tu sais, évidemment, bon, j'étais la bonne blonde qui encourage et tout ça. Mais j'avais un petit pincement pour moi parce que c'est toujours moi qui avais voulu être entrepreneur. Puis lui, il avait toujours dit qu'il voulait pas être entrepreneur. Puis c'était pas le genre d'affaires qu'il voulait. Puis là, je me disais, C'était sur lui que l'opportunité tombait. C'était sur lui que l'opportunité tombait. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, il va être entrepreneur avant moi. Puis j'étais comme, c'est pas grave, comme je vais faire autre chose. Tu sais, ça me pousse. Peut-être que ce sera une motivation de plus. Mais tu sais, je me disais, en tout cas, c'est vraiment cool pour lui. Comme, je trouve ça incroyable. Tu sais, moi, dans ma vision, je me disais un jour, tu sais, moi, ce que je visualisais, c'était être une famille d'entrepreneurs. Moi, je me visualisais, tu sais, on va être entrepreneurs toutes les deux. Mais je savais que c'était comme, j'avais comme mis cette visualisation-là ou ce rêve-là peut-être un peu de côté parce que je savais que c'était moins son jam, puis tu sais, je respectais ça. Mais là, tout d'un coup, ça redevenait possible, comme cette idée-là que moi, j'avais visualisé ma vie, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment cool, fait que là, je l'encourageais et tout ça, mais j'avais un petit pincement pour moi, tu sais. Puis c'est resté comme ça quand même plusieurs mois. Qu'il jasait, il se préparait à faire l'acquisition et tout ça, parce que, tu sais, évidemment, une grosse acquisition comme ça, tu sais, ça se prépare, c'est quand même long, ça se discute, il y a des négociations et tout ça. Puis, un moment donné, ils étaient entre eux un soir, tu sais, ils travaillaient tard, puis ils jasaient au bureau et tout ça, puis entre eux. Puis, je pense que c'est Sébastien qui a dit « T'es-tu prêt à tout faire? T'es-tu prêt à faire des opérations? T'es-tu prêt à faire du développement? T'es-tu prêt à faire du marketing? T'es-tu prêt à faire des communications? » Puis là, mon chum m'a fait oui, mais marketing, communication, je suis pas sûre. Évidemment, il ne lui a pas dit ça comme on the spot, mais il a réfléchi. Puis après ça, il les est revenu. Fait qu'il a dit, je connais la meilleure personne pour embarquer avec nous qui va pouvoir faire le marketing puis les communications. Puis il dit, c'est Élise. Moi, il m'en avait pas parlé. Fait qu'il les a juste pitché ça. Il les a dit, c'est Élise qui va être la meilleure personne pour faire ça. Et connaissais-tu déjà à ce moment-là? Comme personnellement, j'imagine que tu les avais rencontrés. Non, c'est aussi. Ben, c'est mon chum qui a dit ça. Ah, excuse, j'ai mélangé les noms. Non, pas de stress. C'est Ben, mon chum, il les a dit, la meilleure personne pour faire ça, c'est Élise. Mais moi, il m'en avait pas parlé. J'avais jamais fait de marketing, jamais fait de communication. Ah non, mais c'est ça. Mais eux, ils te connaissaient-tu à ce moment-là? Oui, eux, ils me connaissaient. Oui, eux, ils me connaissaient parce que j'avais déjà... bon, étant donné que ça faisait comme 4 ans que Benoît travaillait avec eux, on les avait beaucoup côtoyés, on les voyait en dehors du travail, j'ai gardé leurs enfants. Ah, c'est ça. Je me suis vraiment Donc, rapprochée de la femme de Guillaume. Il y avait déjà une relation quand il a Puis j'avais déjà une relation avec eux, puis tu sais, en blague, là, au cours des années, tu sais, à plusieurs reprises, Guillaume me disait tu voudrais pas venir travailler avec nous, tu sais, un peu à la blague et tout ça. Puis mon chum avait été toujours super réfractaire à cette idée-là. Mon chum, tu sais, moi, dans ma vision, j'avais toujours vu, on va être un couple entrepreneur, nanana, mais lui, dans sa vision à lui, c'est genre, maman, papa, le travail, c'est séparé, chacun, on a comme ces choses-là qui nous appartiennent, qui sont vraiment en parallèle. Fait que, tu sais, pour lui, ça, c'était sa vision à lui. Fait que, tu sais, lui avait toujours dit, absolument pas, là. C'était un non catégorique. Il voulait jamais qu'on travaille ensemble. Même une fois, je me rappelle, à l'université, il y avait eu une opportunité travail étudiant, puis j'étais comme c'est vraiment cool, je pourrais postuler aussi, puis il était comme non, tu peux pas. Fait que, tu sais, comme ça avait jamais été dans les cartes pour lui qu'on travaille ensemble, mais là, out of nowhere, à mon point de vue, il a dit Ellie, c'est la meilleure personne pour travailler avec nous. Bon, évidemment, comme je disais, j'avais pas fait de marketing et tout ça, mais j'imagine que, tu sais, il voyait comme d'autres capacités ou d'autres qualités qui faisaient en sorte que bon, je pourrais arriver pour devenir une experte là-dedans comme tu l'es devenue dans la peinture. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, probablement par mon intensité, ma dévotion, tu sais, mon implication dans ce genre de projet-là, tu sais, bon, il me connaît, il est aux premières loges de mon intensité, si on peut dire. Fait que c'est là qu'ils m'ont dit ça. Ben, c'est là qu'ils leur ont proposé ça. Puis, ils ont accepté. Fait que là, je me rappelle, c'était un soir que je sais pas trop pour quelle occasion, on était tous sortis, on est allés manger au resto et tout ça. Puis on est en train de prendre une bière, puis les deux m'ont regardé puis m'ont dit « Hey, il va falloir qu'on te parle, on a une proposition à te faire. » Puis j'étais comme « Ouais, OK. » Mais tu sais, comme j'avais déjà décliqué, tu sais, je me doutais bien c'était quoi. Pas que, bon, quel rôle il me voyait faire dans l'entreprise, mais
Bon, fait que, bref, au final, quand mon chum, le lendemain, c'était une soirée arrosée quand même, fait qu'on en a plutôt parlé le lendemain, il m'a dit, tu sais, ça te tente-tu d'embarquer? Puis ben là, encore une fois, il n'y avait pas besoin de réfléchir, c'était sûr que c'était oui. Fait que j'ai décidé d'embarquer là-dedans sans, encore une fois, savoir qu'est-ce que j'allais faire exactement, comment j'allais faire surtout. Mais je sais pas, j'imagine j'avais cette confiance-là aveugle en ma capacité à trouver comment faire, ma débrouillardise. Ouais. Fait que c'est ça, fast forward. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2023. 2023. Okay. Ouais, fait que c'est quand même récent. Bah ouais, 2 ans, c'est vrai déjà. Fait que c'est en 2023, fin 2023. Puis on a fait l'acquisition officiellement le 30 janvier 2024. Fait que ça a fait un an le mois dernier. Félicitations. Merci beaucoup. C'est vraiment... ça a vraiment été une belle opportunité que j'aurais jamais pensé. Tu sais, marketing, communication, encore une fois, c'est que je suis vraiment pas une professionnelle, j'apprends encore à tous les jours. Puis la restauration aussi. Moi, je n'avais jamais travaillé dans la restauration, même pas comme étudiante. J'avais jamais fait ça. C'est mon chum qui avait toujours été plus dans la restauration. Fait que c'était un milieu qui était complètement nouveau pour moi. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui m'attirait le plus, que tout soit nouveau. Mm-hmm. La sensation d'être challengée, de retomber là-dedans parce que, veux pas, j'étais rendue quand même dans mes pantoufles, si je peux dire d'une certaine manière, dans mon mode de vie. Bon, j'étais étudiante, ça faisait déjà 10 ans que j'étais étudiante. Je travaillais dans le corporatif, ça faisait déjà 4 ans que je faisais ça. Fait que ça m'excitait tellement de me lancer dans le vide, puis comme de retrouver des choses. Puis, tu sais, déjà, comme dans le premier mois suite à l'acquisition, j'ai tellement fait des nouvelles affaires. On a été invités à la radio pour, tu sais, tantôt je parlais que pour la vente, là, ça a vraiment été comme un coup de cœur. C'est la première fois que je le faisais. Quand on a fait l'acquisition, on a été invités à la radio. On est à la radio, puis comme ça m'était jamais arrivé que j'ai eu l'occasion comme d'aller parler à la radio et tout ça. Puis quand j'étais sortie de là, j'étais comme oh my god, j'aime tellement ça, juste parler, raconter, tu sais, ouais. Puis je me disais c'est tellement beau la vie que si je m'étais jamais sortie de ma zone de confort, j'aurais jamais eu j'aurais jamais découvert ça sur moi-même. Tu sais, puis je trouve ça cool que même, tu sais, j'approche de la trentaine, tu sais, il y a encore cette découvrir des choses, tu sais, sur soi. Puis, il y a encore place à s'optimiser, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça, j'ai vraiment... ça a été plein de belles surprises, dans le fond. Fait que parle-moi un peu de où est-ce qui était Topla, côté stratégie marketing, et où est-ce que tu l'as amené dans l'année? Puis qu'est-ce que tu as appris aussi en cours de chemin? J'ai appris tellement d'affaires. Je pense qu'on pourrait être assis ici pendant des heures. Mais tu sais, si je résume ça quand même rapidement, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est un virage quand même plus jeune et dynamique, si je peux dire. Okay. Tu sais, je pense que eux, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, c'était beaucoup circulaire. Tu sais, ils étaient vraiment, vraiment présents dans leur secteur. T'sais, c'était vraiment bien connu. Puis on était vraiment chanceux aussi. On a fait l'acquisition d'une chaîne qui était en santé financièrement puis qui avait une bonne réputation. Nous, le potentiel qu'on voyait, c'était d'y amener justement le petit plus ou l'étincelle marketing, l'identité, jeune. La culture. L'identité, exactement. Puis, tu sais, veux pas, bon, ça, c'est la portion qui ne m'appartient pas, qui est vraiment entre les mains de mon chum et dans quoi il est excellent, la portion opérationnelle. Tu sais, mon chum, c'est vraiment lui qui est allé comme optimiser toutes les opérations, la gestion des équipiers, de la main-d'œuvre, du food cost, des opérations, l'efficacité, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment de son côté. La gestion de changement aussi qu'il a fallu qu'il fasse parce que là, on passait de 2 cultures complètement différentes. Fait que ça a tout été entre ses mains. Il a fait vraiment un travail incroyable. Quelque chose que moi, j'aurais jamais pu faire. Moi, je suis plus... rêveuse, créative, tout ça. Fait que, c'est vrai que, dans le fond, au final, marketing, communication, ça faisait beaucoup plus de sens.
Donc, c'est ça. Fait qu'on a voulu transformer ça en quelque chose de plus jeune, plus accessible. On voulait faire partie du quotidien des gens. Donc, c'est là qu'on a fait une orientation plus sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, est-ce que Top-là était sur les réseaux sociaux oui, quotidiennement? Oui, quand même. Il y avait déjà ça, ce quotidien-là, mais rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, comme je disais, il y avait déjà vraiment une bonne réputation. Mais ils étaient beaucoup, j'ai l'impression, comme dans le bouche à oreille, les gens étaient attachés comme à la marque. C'est quand même quelque chose qui, ça faisait 10 ans là, quand on a racheté, nous, fait que les gens connaissaient bien tout ça. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était de faire connaître, puis partager, faire rayonner, puis partager notre passion des pâtes avec les gens. Puis c'est drôle parce que je dis souvent passion des pâtes, mais je sais pas les gens à quel point ils se rendent compte à quel point c'est vrai. Mon alimentation, c'est pratiquement exclusivement des pâtes. Puis ça a toujours été ça, ma vie. Fait que, comme encore une fois, là, c'est un addon incroyable. La restauration, aucune idée pourquoi, mais que ça tombe sur des pâtes, le match était incroyable. Bref, parenthèse à part. Puis, c'est ça. Fait que les gens connaissaient déjà ça. Mais nous, on a des gros objectifs d'expansion. Fait que le but, c'était d'augmenter la visibilité puis la portée aussi. Là, c'était Québec et tout ça. Puis là, comme tu disais tantôt, il y a beaucoup d'entreprises qui sont énormes à Québec puis que les gens ne connaissent pas nécessairement à l'extérieur, dans la province de Québec, at large. Fait que notre objectif, c'était un peu ça. Fait que, là, évidemment, ça a un double bénéfice. C'est bon pour nos clients, engager nos clients qui sont dans notre secteur et tout ça, même faire connaître à des gens peut-être qui ne connaissent pas, un petit peu élargir, mais ça nous fait connaître aussi à la grandeur de la province. Présentement, on n'a pas de restaurants, ceux que je t'ai mentionnés, on en a 7 dans la grande région de Québec, on en a un à Blainville. L'année dernière, on a fait aussi une ouverture à Rouyn-Noranda, puis là, d'ici septembre... Rouyn-Noranda? Oui. C'est pas sur votre chemin, ça? Non, c'est pas sur notre chemin, puis c'est loin comme on est allé le mois dernier, puis c'est loin. Mais... Pourquoi à Rouyn-Noranda? Je sais pas, je pense que moi puis mon chum, on est quand même attachés aux régions. Je pense que... Puis on connaissait bien les franchisés. C'est tellement important. C'est un système de franchise? Oui, on y viendra pour vrai. Je pense que ça aussi, c'est intéressant. Dans le fond, à Rouyn, c'est des franchisés. Puis... quasiment pas le choix avec la distance. Non, c'est ça. Puis, justement, tu veux avoir des partenaires d'affaires, là. Fait que on connaissait bien les franchisés, on avait une belle relation avec eux. Puis je dis c'est mon chum, surtout qui avait travaillé avec eux par le passé. Moi, j'ai développé la relation par la suite. Mais on avait une belle relation avec eux et tout ça. Puis ils ont démontré de l'intérêt comme pour le brand et le projet et tout. Fait qu'on a décidé de faire l'ouverture à Rouyn. Fait que c'était comme notre première ouverture en région. Puis évidemment, nous, on aime bien les régions, les gens de région et tout ça. Fait qu'on trouvait ça vraiment cool. Fait que ça a été notre première ouverture. Puis par la suite, là, on en a plusieurs qui s'en viennent dans les prochains mois et tout ça. Mais un peu partout au Québec, justement, on va aller dans les grands centres, dans les régions aussi, définitivement. Fait que notre orientation, pour revenir à ça, marketing et tout ça, c'est de préparer aussi les marchés dans lesquels on va s'implanter éventuellement à notre arrivée. Fait que, on est vraiment rendu dans quelque chose qui est plus... funny. Dans le fond, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est divertir les gens, puis qu'ils soient attachés à nous, puis que, s'ils ont une petite fringale, puis qu'ils n'ont pas envie de manger de la friture, je pense qu'on est le premier choix, Fait que ça ressemble à quoi, votre stratégie marketing? Est-ce que c'est un Google Doc partagé, puis ça part de là? Ça ressemble à quoi concrètement? Mais je pense qu'on est beaucoup expérimental, d'une certaine manière. On aime ça. Ça, c'est vraiment le gros positif comme de la PME. On peut essayer des choses, on peut jouer avec notre branding, parce qu'on a tout refait le branding aussi. Je lance des fleurs à ma sœur, parce que maintenant, j'ai embarqué ma sœur avec nous dans l'histoire. Wow. Ma sœur est designer graphique. Fait que c'est toute elle qui a repensé comme l'image de marque, le logo, tout ça. Fait que... notre stratégie marketing, c'était vraiment de jouer avec ça. Puis, on y va. Tu dis un Google Doc, c'est pas aussi formel. Basic que tu dis formel. Ouais, on peut dire que on a quand même une ligne directrice. On se met des objectifs surtout. Puis, je pense que ça transparaît dans ce que j'ai dit depuis le début. On va surtout se fixer des objectifs. Puis, en cours de route. Ça ressemble à quoi un objectif que vous fixeriez?
On va surtout y aller, on a 2 grands objectifs. On va y aller, par exemple, en nombre de ventes par semaine par succursale. Mm-hmm. Tu sais, nous, notre étoile, notre joueur du match, notre priorité numéro 1, c'est les franchisés. Puis parce qu'on croit fortement Le nombre de franchisés? Non, le bonheur du franchisé. OK. On croit fortement que si notre franchisé, il est heureux. Donc, vous êtes, dans ce moment, c'est tout des franchises. Oui, Depuis dans le le fond, on est début? franchiseur. OK. Depuis le tout début, tu as placé des franchises? Non, quand on a fait l'acquisition, c'était corporatif. OK. Puis là, on est en train de le transformer en réseau de franchise. OK. Fait que là, Fait que- êtes-vous encore propriétaire de certaines des Oui. franchises? Non, dans le fond, c'est ça. On a encore 3 restaurants qui sont corporatifs, puis tous les autres, on les a transformés. OK. Un peu comme Salvatore l'avait fait Mhm. il y a quelques années. On a offert l'opportunité aux gérants en place qui avaient les bons résultats et l'intérêt d'acheter le restaurant. Fait que ils sont maintenant franchisés. Puis qu'est-ce qui a changé en cours de chemin? Parce qu'au début, ils ont tout rendu la chaîne Salvatore Corporate pour finalement changer d'avis puis retourner vers le modèle de franchise. Qu'est-ce qui est arrivé dans la décision par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que pour grossir, grandir, il faut bien s'entourer. Puis quand tu as des partenaires d'affaires comme des franchisés qui sont vraiment impliqués puis qui ont les mains dedans avec toi, ça facilite le processus. Parce que Je ça se vois. fait. Salvatore l'ont fait. Mhm. Grandir Je pense en qu'une corporation. une des principales raisons qu'une chaîne va rester corporate, ou du moins ce qu'ils vont dire, Mhm. c'est pour maintenir une cohésion dans la qualité du service. Ça, Ouais. tu regardes des McDonald's, puis Ouais. c'est franchisé, puis le standard est quand même Oui. extrêmement bien maintenu, Mhm. mais ça va être ça qu'on va entendre Oui. comme raison principale, avoir un contrôle, être capable de faire des changements rapidement, parce que tu n'as pas 178 personnes Ah, c'est clair. à faire changer. C'est tout. Comment est-ce que vous surmontez? Ben, à l'échelle de 8, 9 restaurants, ça se fait encore bien, mais votre intention, c'est de grandir Ouais. beaucoup. Comment prévoyez-vous surmonter ce défi-là? Mais comme tu le dis, présentement, c'est pas un enjeu parce que, on est super proche d'eux, tu sais, les franchisés et même les gérants, parce que, d'ici la fin de l'année, le réseau va être franchisé au complet. Fait que, tu sais, on a vraiment des bonnes relations avec eux. On lui parle sur une base quotidienne. On les voit souvent. Tu sais, on a vraiment développé des belles affinités avec eux. Vous leur parlez sur une base quotidienne? Ouais, mon chum, surtout. Mais ouais, moi aussi, 3, 4 franchisés que j'aurais tendance à dire. On se parle vraiment, vraiment souvent, puis on les voit beaucoup. Moi, je suis beaucoup dans les restaurants pour créer du contenu. Fait que c'est sûr que je les vois beaucoup plus dans cette optique-là. C'est cool parce que moi, j'ai la job comme fun. Là. Moi, je vais avoir du fun là, sur place, Sur tout le ça. terrain, puis ouais. Ouais, mais mon chum, ouais, va vraiment avoir ça avec eux. Tu sais, ils sont vraiment bien accompagnés. Puis, tu sais, c'est un peu là où je vois que tu te dis comment est-ce qu'on va surmonter ça. C'est vraiment une question de communication puis d'accompagnement. Tu sais, c'est sûr que, plus ça va être gros, plus la structure, plus il va y avoir de monde. Tu sais, pour aider à accompagner les franchisés, tout ça. Mais tu sais, quand je te disais que c'est notre priorité numéro 1, si eux, ils sont bien accompagnés, ils sont heureux, que leur restaurant est rentable et profitable, tu sais, ils vont être la meilleure personne pour bien servir les clients, puis que les clients soient Puis époustouflés supporter par le la marque. service, puis et tout ça. Mais tu sais, ça passe toujours par le franchisé. Fait que nous, on met vraiment notre focus sur le franchisé pour que lui, le franchisé, son focus soit sur le client. Fait que, tu sais, cette communication-là va perdurer dans le temps. Tu sais, on va vraiment les accompagner. Tu sais, les franchisés vont... Comment est-ce que vous les accompagnez? Ils vont vraiment avoir une rencontre avec le centre de service pour... par semaine, pour discuter des enjeux, puis tout ça. C'est comme vraiment un mentorat, un accompagnement et tout ça. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on s'appelle centre. Nous, on appelle volontairement le siège social centre de service parce qu'on est vraiment la boîte à outils des franchisés. Fait que on est vraiment leur centre de service à eux. C'est pour eux qu'on existe. T'sais. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Fait que là, ils vont être accompagnés, puis ils vont toujours avoir accès. Tu sais, nous, on fonctionne par comme directeur de territoire, comment qu'on appelle. Fait que, tu sais, mettons, là, il y a mon copain, puis il y a aussi, il y a Alison qui travaille avec nous présentement. Là, on est une petite équipe, étant donné que c'est on a 9 franchisés. Vous êtes combien Puis, au centre de service?
Au centre de service, on est vraiment beaucoup. Mais là, tu sais, ouais, dans le fond, nous, on travaille beaucoup avec le groupe Abatiello. Fait que, tu sais, au groupe Abatiello, bon, c'est sûr qu'il y a énormément de gens au centre de service là, de tous les départements. Développement, architecture, construction, comptabilité, informatique, marketing, communication, tu sais. C'est tous des départements, ça. Tous des départements qu'on a. On est vraiment beaucoup. Puis là, en étant associé avec eux, vous pouvez utiliser ces ressources-là. Oui, exactement. Comment nous, on se structure pour ça, c'est que moi, je vais m'occuper de la branche marketing, communication. Mon chum va s'occuper de toute la branche opération. Puis tout ce qu'il reste, on est appuyé par le groupe Abatiello. Fait que, par exemple, s'il y a des enjeux dans la commande en ligne ou tout ça, c'est vraiment l'équipe informatique qui sont spécialisés là-dedans et qui savent comment ça marche sur le bout de leurs doigts. Ils connaissent les plateformes et tout ça, qui vont s'occuper des enjeux et tout ça. Fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir cet accompagnement-là. Parce que tous ces systèmes-là, c'est ceux du groupe Abatiello que vous utilisez ou vous avez vos propres systèmes on fait affaire avec des fournisseurs. Fait que, tu sais, on se fait fournir des fournisseurs communs, exactement. Puis, tu sais, on est chanceux parce que eux, tu sais, ça, c'est un autre avantage qu'on a. Eux, ils ont vraiment beaucoup... Oui, c'est ça, on a des économies d'échelle parce qu'ils ont beaucoup de points de vente versus nous. Fait qu'on a ça. Puis, en même temps, on a accès à la connaissance aussi. Tu sais, nous, quand on est arrivé, bon, évidemment, on a fait le changement de POS. Okay, ça, c'est le système qu'on a dans les ordinateurs pour faire la commande en ligne et tout ça, les caisses, exactement. Fait que là, eux, ils vont... ils connaissaient déjà tous les programmes et tout ça. Fait que quand on a fait l'implantation, ben, ça a été quand même smooth, tu sais. Puis même à ça, tu sais, moi, quand je veux faire des promotions et tout ça, ben, tu sais, comme... puis on est vraiment proches, là. L'ambiance est malade au bureau, là, tu sais, comme... oui, moi, j'ai mon équipe, tout ça, ben... je suis quand même à côté, tu sais, je me lève au bureau. Puis, tu sais, c'est comme une formule qu'on voit de moins en moins. Tu sais, avec la COVID et tout ça, là, les gens travaillent beaucoup à distance et tout ça. Mais nous, on est encore vraiment beaucoup présentiel. Puis, tu sais, juste me lever, hey, tu me dis, je voudrais faire telle affaire, comme tu trouves d'imagination, mais c'est réaliste, tu sais. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait qu'on est vraiment beaucoup supportés pour ça. Mais sinon, tu sais, moi, marketing, communication, on est 5. Puis Ben, ils sont... Juste pour top là. Ouais. Wow, c'est une belle équipe, ça. Ouais, quand même. Mais c'est très... ça demande du monde, créer du contenu. Pour vrai, là. oui. On en fait un peu ici, puis on le voit, là. Tu sais, c'est ça, c'est juste... On pourrait être mettons... 2, 3 facilement. Ah, là, clairement. Puis tu sais, ça a l'air comme... c'est une petite vidéo, c'est une petite blague, mais comme... C'est de la job. Il y a de la job quand même. Vous faites tout in-house? Oui. Ou... OK. Tout ce qui est marketing, communication, ouais, on fait tout in-house. Fait que votre stratégie, c'est du contenu sur les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok. On va faire vraiment du contenu de style organique. C'est justement, comme je te dis, dans le fond, les gens, ils veulent être divertis. Puis c'est ça qu'on essaye du mieux possible de leur dire. Vous ne payez pas pour de la pub, c'est juste des on va payer partages. aussi. On va vraiment séparer. Ça va dépendre, mais surtout, on va miser beaucoup sur l'organique. À certains moments, par exemple, on va avoir une promotion. Bon, peut-être là, on va vouloir justement la sponsoriser, la mettre d'avant davantage. Parce que, ça va toujours dépendre aussi, est-ce qu'on veut travailler sur la notoriété puis que les gens nous aiment puis s'attachent à nous ou est-ce qu'on veut faire l'acquisition de clients? Ben, c'est sûr que dans l'acquisition de clients, là, on va dépenser peut-être un peu plus de budget pour que notre portée se rende un peu plus loin. Ouais. Mais, même si on va la sponsoriser, tout ça, c'est vraiment ce qu'on va aimer faire. Puis c'est vrai que c'est ça qui est le plus fun, là, honnêtement, c'est de faire du contenu qui est plus de style organique. Podcast. Mais oui, comme tu dis, sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat. Ça rejoint les tranches d'âge qui sont un peu plus jeunes. Ouais. On est partout là-dessus. Nice. Ouais, c'est sûr, ça doit être le fun. Mais vraiment, là. Fait que toi, c'est de penser des nouvelles campagnes, des nouvelles séries, des nouveaux vidéos. Exactement. Puis d'élargir notre portée le plus possible, puis de contacter de rejoindre le plus de gens possible, parce que, tu sais, veut pas, mettons, puis tu sais, on le voit, là, on a de plus en plus de comptes, par exemple, qui ont des personnalités différentes. Tu sais, moi, je sais que ma plateforme à moi, mon nom, Élise Leclerc, je vais rejoindre surtout des femmes entre 25 et 35. Après ça, je sais que Top là, par exemple, ça va être vraiment plus balancé. Bon, il va y avoir pratiquement autant de femmes, autant d'hommes. Puis, mettons, sur Facebook, ça va être un petit peu plus vieux. Sur Instagram, on s'en va plus autour de 30. Puis Snapchat, ça va être encore plus jeune. Fait que, tu sais, c'est de varier les contenus aussi. Puis ça, souvent, on va le faire via des personas
qui vont être différents. Puis là, ben, on est là-dedans, tu sais, dans étendre. Là, tu parlais du podcast, ça, c'est un type de plateforme. Tu sais, comme moi, j'ai mon compte à moi où on va partager beaucoup de contenu qui ont rapport avec le restaurant, évidemment. Puis après ça, il va y avoir Top là aussi, qui va avoir comme sa propre identité. OK. Fait que toi, tu as ton compte personnel. Ouais. J'ai prêté mon visage à la marque. Ouais, exactement. Puis, parle-moi un peu du podcast. Je suis curieux de... Oui. Ça, tu l'as fait avec Elisabeth, mais tu représentes Topla, elle représente Salvatore à travers le podcast. Fait que c'est intéressant. C'est une collaboration entre vos deux marques. C'est d'où que c'est venu l'idée? Puis comment ça a été commencé, ça? C'était mon idée. Tu sais, quand on est une petite entreprise, il faut chercher le plus de... faut être créatif, il faut chercher le plus d'idées puis de manières possibles avec, le moins de dépenses possible. Donc, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Tu sais, on a les réseaux sociaux et tout ça. Tu sais, l'objectif, c'est toujours d'optimiser, tu sais, ton investissement. Puis, je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup de podcasts qui vont être sponsorisés par des entreprises, par exemple. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas le contraire? Tu sais, on va se sponsoriser nous autres mêmes. Puis, aussi, tu sais, dans mon intérêt pour les entrepreneurs, je me suis dit, c'est comme une pierre deux coups. Ça va être une manière pour moi de donner de la visibilité à la marque dans un setting que je ne fais pas déjà, donc qui va rejoindre des gens différents. Puis, en même temps, bien, ça va me donner la chance de rencontrer des entrepreneurs puis de parler avec des entrepreneurs puis d'avoir des idées. Tu sais, tantôt, tu parlais des mastermind, ouais. Tu sais, c'est comme... T'es pas obligé d'être dans le même domaine. Non. Mais des fois, les gens, comment est-ce qu'ils se structurent, comment est-ce qu'ils s'organisent, des idées. Pas que tu vas reproduire qu'est-ce qu'eux font, mais peut-être ça va te donner des idées. Puis, tu sais, l'inspiration, pour vrai, ça arrive de partout. Fait que je me suis dit, bon, ça, c'est comme le deuxième objectif là-dedans. Puis, pour vrai, on a vraiment du fun. C'est quand vous avez publié le premier épisode? Ah, mon Dieu! Je pense qu'on l'a publié en décembre. Avant ça, c'est récent, les fêtes. Ouais, c'est quand même récent. Puis on est chanceux d'une certaine chance parce qu'on avait beaucoup de... On avait déjà, tu sais, Elisabeth dans son équipe, elle a un vidéaste et tout ça. Fait que, tu sais, on avait déjà beaucoup de ressources qui nous étaient accessibles d'une certaine manière, là, étant donné par la profession qu'on fait. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça. Puis je trouvais ça cool de le faire avec Elisabeth parce que, bon, déjà, moi, Ellie, c'est un peu ma mentor, là. Elle, ça fait... tu sais, elle non plus, avant de faire des communications et du marketing, elle n'en avait jamais fait. Puis aujourd'hui, ça fait... Mon Dieu, peut-être une dizaine d'années qu'elle fait ça. Fait que, tu sais, elle a tout à m'apprendre. Fait que, tu sais, on a beaucoup de discussions puis tout ça. Puis je trouvais ça intéressant de... en tout cas, le genre de questions que, mettons, moi, j'ai pu y poser puis qu'elle a pu m'apprendre, d'avoir l'occasion de faire ça aussi avec d'autres entrepreneurs. Là. Tout à fait. Ah, c'est fascinant, ces conversations-là. J'adore avoir ce podcast-là aussi. Puis je dirais qu'une des premières motivations, c'était justement de réseauter. C'est une façon de rencontrer des entrepreneurs, d'avoir des conversations de fond, tu sais, pas juste superficielles, vite fait dans une soirée. On peut parler autant qu'on veut, puis rentrer dans les détails, puis en même temps faire profiter aux autres. Oui. Donc, c'est cool. Y a-t-il justement des idées ou des leçons qui te sont sorties de ces rencontres-là à date que tu as notées? Oui, vraiment. Une chose, je pense, qui m'a le plus marqué, c'est que pour réussir, il faut vraiment mettre son ego de côté. Il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Tout ça, c'est quelque chose je trouve qu'on entend souvent. Il faut pas avoir peur de se lancer, il faut y aller, il faut le faire. Mais il faut admettre que si on fait une erreur, il faut l'admettre pour pouvoir être capable de capitaliser sur ton erreur, puis te relancer, puis te repropulser, tout ça. J'ai remarqué qu'il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs que comme l'ego est en dessous de leur réussite. L'important, c'est leur réussite, puis ils vont perdre la face, mais l'important, c'est leur réussite, fait qu'ils seront jamais freinés par leur ego. Moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est super intéressant, oui. Parce que souvent, on va voir ça, tu vas te dire « Hey, je peux pas faire ça. »
les gens vont penser X ou Y, ou je peux pas faire ça, tu sais, comme... Qu'est-ce que... ça va être quoi, tu sais, mettons... Ben, c'est vrai que c'est surtout dans qu'est-ce que les gens pensent des autres, mais tu sais, je pense que les gens, ils se freinent pas à ça. Puis comme... Moi, c'est la portion de l'ego. Ouais, j'aime ça. Puis c'est vrai, je pense que c'est un bon mécanisme d'autocorrection que d'être capable de mettre l'ego de côté, puis faire face aux erreurs, puis les leçons apprises, puis pas recommencer, puis juste souligner les mauvais moments pour en apprendre le plus possible. Oui, vraiment. Puis je pense que sinon, c'est la curiosité, puis l'intuition. J'ai l'impression que les gens... c'est drôle parce que quand les gens... Je parle aux gens, j'ai l'impression que souvent, ils prennent des décisions, mais ils savent pas nécessairement pourquoi. Puis je pense que c'est facile, ou en tout cas, c'est le cas pour moi, de raisonner la vraie raison, tu sais, de l'expliquer en mots après avoir pris la décision, tu sais, de dire la meilleure décision, c'était ça pour telle raison, mais sur le moment, tu le sais. Mais d'être capable de verbaliser, de le raisonner pourquoi c'était la meilleure décision à ce moment-là. Peut-être ça vient plus par la suite. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup que sur le moment, ils sont pas capables ou ils sentent là, dans le trip que c'est ça la bonne décision. C'est correct de ne pas être capable de l'expliquer. Sur le moment, oui. Mais il faut quand même l'écouter. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Il faut juste s'écouter. Ouais. Ah, c'est cool. Ça me fait penser à... Il y avait Mike Clay de Clay & Friends, je sais pas si tu les connais, qui était venu sur le podcast. C'était un vraiment cool épisode. Puis il disait quand il est arrivé en France, les journalistes ont tendance à poser des questions très intellectuelles là-bas sur le pourquoi, le comment, toute la réflexion artistique derrière ce qu'il faisait. Puis il était comme... Il répondait en bon vieux reggae comme... Je fais juste me laisser aller puis suivre mon intuition, puis ça sort comme ça sort. Puis quand le monde aime ça, ben... je continue là-dedans, puis si le monde ne réagisse pas, puis mon public ne trippe pas, ben, je change de voix, puis c'est tout. J'y vais avec le feeling, puis c'est ce qui fait son succès. Puis, mais c'est d'être réactif lui, c'est dans le côté artistique, mais je pense qu'en business, même s'il y a des grosses sommes d'impliqués et tout, il faut continuer à écouter cette fibre artistique. Mais pour vrai, vraiment, le côté artistique est quand même important. La créativité dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. Tu sais, il y a tellement de belles histoires de gens qui partent de rien puis qui créent des choses incroyables. Puis c'est parce qu'ils ont eu de la créativité puis qui... Puis pas juste dans des marques comme Topla, on voit ça comme des marques très créatives, ta stratégie de contenu, etc. C'est un brand. Dans des trucs plus plates, comme ce que nous, on va faire, par exemple, il y a quand même place à énormément de créativité sur comment est-ce qu'on structure les deals avec les investisseurs ou les vendeurs. Puis c'est en trouvant des nouvelles façons de faire les choses que soit on va faire fonctionner le deal ou on va carrément trouver un modèle d'affaires que personne n'avait exploité avant parce qu'on a sorti des chemins battus. Ben, donc, partout en business, la créativité est payante. Là. C'est une forme de créativité qu'on n'est pas habitué de... C'est pas la définition habituelle qu'on voit, mais c'est vraiment important. Est-ce que ça t'est arrivé de pas avoir de créativité puis de la chercher? As-tu des façons de maintenir cette créativité-là ouverte, le canal de l'inspiration? Je pense que j'ai deux façons. Si le canal de créativité est épuisé, c'est parce que c'est la fin de la journée. Fait que je me dis, là, elle va revenir demain, j'ai confiance. La deuxième chose, c'est drôle, mais je vais appeler ma sœur. Ma sœur, c'est une source de créativité infinie. Ouais. Pour vrai, là, le génie qu'il y a là-dedans, ce que je pense que la raison pour laquelle on se complète aussi bien, c'est qu'il n'y a aucune structure dans sa créativité. Fait que moi, je pense que j'y amène ce côté-là, mais les idées, les choses qu'elle pense, là, c'est comme... Fait que je vais appeler ma sœur, puis là, ben, je vais tout d'un coup être réénergisée de créativité. Puis, tu sais, des fois, c'est des choses créatives que, comme encore une fois, tu sais, ça t'inspire, elle va me raconter quelque chose, puis ça va me faire penser à une autre affaire, puis ça va régler mes problèmes, mais on n'aura pas parlé de mon problème, tu sais. Fait que je dirais que s'entourer de sources de créativité, ça aide. Mm-hmm. Ah, il y en a du monde comme ça qui nous inspire à tous les coups. Là. J'en ai du monde dans mon entourage. C'est peut-être pas nécessairement pour l'inspiration créative, mais à chaque fois que je vois ces personnes-là, j'en ressors complètement énergisé avec des idées et tout. Il y a comme une énergie particulière. Là. Tellement important de s'entourer de ce genre de personnes-là, de personnes qui t'élèvent là, à la base. Là. Ben, une business, c'est un enfant, puis ça prend un village pour élever un enfant. Ah oui, clairement.
parlant de village, j'avais des questions pour toi, plus sur le côté leadership. On en parlait un peu avant l'épisode. C'est difficile des fois de collaborer, de travailler en équipe. Ouais. Ça amène son lot de défis, chacun a ses idées. C'est quoi tu dirais tes secrets, tes clés du succès dans un travail d'équipe comme ce que vous faites en ce moment? Il y a plusieurs teintes pensantes là-dedans. Comment gardez-vous la cohésion, la communication ouverte? Oui, la communication, c'est vraiment important. Nous, on travaille... je travaille avec mon chum, je travaille avec ma sœur. Ça aussi, je veux en venir. Oui, c'est ça. Je travaille avec mes partenaires d'affaires. C'est tous des frères et sœurs. Fait que, c'est sûr que la communication, c'est super important. On a tous... Puis, on travaille vraiment beaucoup. Fait qu'on a tous des relations entre nous, qui sont soit familiales ou sinon amicales, tout en étant business aussi, tu sais. Fait que la communication est vraiment importante. Un principe que eux ils font que j'adore, parce que, tu sais, on travaille avec eux, là. Tu sais, moi, je sais, mais avec mes sœurs plus jeunes, tu sais, je sais pas, c'est facile de chicaner. Quand t'es proche avec quelqu'un, tu sais, c'est facile de glisser, puis d'être bête ou d'être trop direct ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, entre eux, les Abatiello se traitent toujours comme des collègues. Fait que, tu sais, ils sont vraiment bons entre eux. Puis, tu sais, ça, c'est inspirant. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi puis mon chum, c'est ça qu'on va vouloir appliquer le plus aussi. Tu sais, d'avoir toujours un discours qui est traité, si on peut dire, dans le sens où tu vas il y a un petit editing dessus, là. Ouais, c'est ça, tu sais, qui va pas être trop cru ou qui va pas être, offensant, tu sais, qui va pas blesser. Puis, tu sais, je pense qu'une autre chose qui est importante, c'est de te garder l'ouverture à ce que tout puisse se dire. Tu sais, c'est vraiment important. Je pense que de rien garder pour soi, là, tu sais, je pense pas qu'on avance, tu sais, en se disant, bon, ouais, ça, je dirais pas, ou ça, je dirais pas. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un discours ouvert. Puis, tu sais, si on n'est pas d'accord ou s'il y a quoi que ce soit, tu sais, tout le monde va le verbaliser. Puis, bon, clairement, c'est dans la manière de le dire, je pense. Fait que, tu sais, ça, ce serait comme un peu une des parties des astuces. C'est pas facile tout le temps, tu sais, veux pas, dans la business, on est tellement tout le temps là-dedans que, tu sais, des fois, bon, il y a une journée que tu es plus fatigué ou que c'est une passe qui est plus stressante parce que X ou Y projet, bon, il se passe telle chose. Ben, c'est sûr que des fois, c'est pas tout le temps facile. Mais il y a cette donnée-là, comme dans le côté travail d'équipe, que je pense qu'il est important, tu sais, d'écouter puis d'être capable de bien communiquer parce que toutes les idées puis toutes les choses se communiquent. Puis je pense qu'une autre chose qui, pour moi, je pense, m'a servi, c'est l'humilité, dans le sens où, tu sais, c'est pas parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis en position d'autorité envers des collègues et tout ça que, tu sais, si j'ai pas fait une erreur, je vais pas l'admettre. Puis que si l'erreur, ou tu sais, que c'est une idée meilleure que la mienne, c'est aucun problème, on va aller de l'avant. Ou si, moi, je pense que ton idée est pas nécessairement bonne, mais que tu y crois vraiment, mais on va te laisser la chance de l'essayer puis de voir, bon, si ça marche-tu, si ça marche pas. Tu sais, cette humilité-là, puis de pas avoir peur non plus d'admettre ses erreurs. Tu sais, je pense que ça sert beaucoup dans une relation, en tout cas en business. Là. Ça make sense. Puis, être en affaires en couple, parle-nous de ça. C'est pas tout le temps facile. Je me doutais que ça serait un peu rough, tu sais, quand même. Parce que, bon, on est toutes les deux des têtes fortes et tout ça. Puis, évidemment, une de nos grandes forces, c'est qu'on est complémentaires, mais ce qui veut dire aussi que souvent, bon, on a des idées qui sont différentes. Une des chances qu'on a, c'est que oui, on travaille ensemble à haut niveau. Fait que, tout ce qui est plus décisionnel pour l'entreprise et tout ça, c'est sûr que, bon, on va travailler ensemble, on va en discuter, tout ça. Mais sinon, comme moi, j'ai mon département, puis lui, c'est ça, on a nos rôles qui sont quand même séparés. C'est sûr qu'à certaines reprises, bon, on va aimer se consulter, tout ça, pour se donner des conseils. Mais ce qui est intéressant dans notre relation, c'est que on a plusieurs chapeaux l'un envers l'autre. T'sais, on est en couple, on est amis, puis on est collègues.
Puis, on est mentor aussi, j'aurais tendance à dire d'une certaine manière. Parce que, tu sais, je vais être confrontée, par exemple, à un moment donné, à une situation plus difficile ou plus challengeante. Puis je sais que lui, il a déjà vécu cette situation-là. Ben, je vais lui demander, tu sais, comme, c'est quoi tes conseils et tout ça. Fait que, tu sais, on a comme tous ces chapeaux-là. Puis, des fois, ce qui arrive, je pense que c'est ça, mettons, quand il y a des frictions, c'est quand il y a des chapeaux qui s'entremêlent. Fait que, tu sais, par exemple, je vais avoir une situation, puis je vais y en parler, puis je vais avoir besoin de mon mentor. Ben lui, peut-être sur un plan émotionnel, il va être impacté pour moi. Fait que, tu sais, je sais pas, il va être irrité par cette situation-là, par exemple. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme quand les chapeaux vont comme se toucher ensemble, que ça va être plus complexe. Mais, tu sais, somme toute, la communication, c'est la base, là. Tu sais, ça fait 1 an maintenant qu'on travaille ensemble. Puis entre jour 1 puis aujourd'hui, il y a une différence incroyable. Tu sais, au début, je sais pas, on devait... Puis tu sais, je dis chicaner, ça fait 10 ans aussi qu'on est ensemble, puis on va se marier, là. Fait que ça va comme vraiment bien. Mais on est habitués comme d'avoir des frictions. Fait que tu sais, d'avoir des petites frictions dans la journée, tu sais, je pense au début, ça devait nous arriver comme 15 fois par jour. Puis je pense qu'une de nos forces a toujours été notre capacité à se chicaner, entre guillemets, puis de se réconcilier. Fait que, tu sais, puis de toute façon, on n'avait pas le choix, tu sais. Au début, justement, c'était tellement de prise de décision que « Oh non, je suis pas d'accord, OK, ben on se reparle plus tard, ça fait pas mon affaire, raccroche. » Tu sais, je sais pas, 10 minutes plus tard. « Hey, j'aurais aussi besoin de, tu sais, comme, c'était passé, là. » Pas le choix, là. Mais, fait que c'est vraiment des défis, mais en même temps, c'est tellement beau, tu sais, on le vit ensemble, on comprend tout ce que l'un l'autre vit, puis c'est quand même une grosse évolution là, dans notre relation parce que, comme je le mentionnais tantôt, les 4 premières années de notre relation, on était à distance. On se voyait une fin de semaine sur 2. Puis là, on est 24 heures sur 24 ensemble. T'sais. Puis la relation... Je dirais qu'un des défis que moi, je vis dans mon couple, ma conjointe est entrepreneur aussi depuis 2 ans. Fait que les deux, on est obsédés par nos business. Ouais. Puis ce que je trouve dur, c'est de pas ramener la business à la maison. Puis on dirait que ça a clairement mis notre couple plus de côté depuis qu'elle est devenue, elle aussi, entrepreneur, puis que là, on échange beaucoup plus sur nos réalités d'entrepreneur. Comment tu dirais? Puis là, en plus, vous autres, vous êtes dans la même business, donc vous avez définitivement encore plus de sujets en commun à échanger en dehors des heures de travail. Vraiment. Puis ça devient difficile, à un moment donné, de prendre premièrement un repos de cette passion commune-là, parce que je pense pour demeurer créatif, des fois, il faut prendre des pas de recul. Oui. Puis, comme tu le dis, la créativité est super importante dans tout ça, donc il ne faut pas l'épuiser. Non, c'est ça. Puis en restant constamment dedans, à la maison, les fins de semaine, ça devient épuisant. Puis comment tu deals avec ça? Quand je parlais de communication, ça s'est vraiment amélioré dans le sens où, tu sais, moi, quand je vais atteindre ma limite, je vais dire comme, on n'en parle plus. Puis, tu sais, mettons, avant, on dirait que je me ressentais cette pression-là de... Ah, ben, il faut au moins qu'on finisse la discussion ou quoi que ce soit. Mais tu sais, comme aujourd'hui, s'il est rendu 11 heures, puis il me parle encore de tout ça, puis comme on est dans le milieu de la discussion, puis là, j'ai atteint ma limite, je suis comme... C'est fini. On en reparle demain. T'as cette capacité-là de... Maintenant, oui, mais comme pas au début, tu sais. Comme au début, puis là, mettons, t'atteins ta... C'est vraiment important de reconnaître sa limite, là, tu sais. Puis c'est vraiment difficile parce que, comme je suis une personne intense, c'est mon quotidien de dépasser mes limites, tu sais, comme... Fait que de la reconnaître puis de dire, OK, fait que là, en fait, je pense plus au futur. Je me dis, ben là, si tu dépasses ma limite là, comme tantôt, ça ira plus, justement, j'aurai plus de créativité ou je serai pas autant motivée ou j'aurai pas autant d'énergie, mettons. Fait que, tu sais, comme de mettre la limite là, c'est comme ça, c'est plus facile. Puis je pense que moi, en le faisant, lui, je pense que c'est autorisé à le faire aussi. Fait que là, de plus en plus, je le vois me dire, OK, la discussion est finie, on en parle une autre fois. Puis, tu sais, c'est pas grave. La business, elle roule tout le temps, puis ça va tellement vite que, tu sais, on va leur prendre la discussion, puis elle va être toujours autant... Puis, tu sais, des fois, on se rend compte que... tu sais, je pense que lui, ce qui l'irritait peut-être au début, c'était... ben, tu sais, elle va juste me reparler comme dans 3 jours. Mais des fois, ça prend pas 3 jours pour revenir. Tu sais, justement, quand tu respectes ta limite, des fois, c'est 1 heure, 10 minutes... c'est comme... C'est vraiment plus rapide. Tu bounce back vraiment plus rapidement, de mon expérience.
Fait que, mais c'est sûr, là, trouver des moments pour le couple et tout ça, nous, là, c'était une première année, tout était comme à faire, tout était comme à remettre à notre main, on voulait rediriger le bateau et tout. Ce serait faux de dire que, on n'a pas mis notre relation un petit peu de côté. Mais on vous avez un beau projet qui vous attend pour l'année prochaine, qui va fait que, permettre de parler d'autres choses. Ben, c'est ça, exactement. Je dirais que nos sujets principaux en ce moment, c'est comme pas mal business, planification du mariage, ce genre de trucs-là. Fait qu'on a beaucoup de sujets quand même à discuter, mais ce que je trouve beau, c'est que je me rends compte que, mettons, nos journées sont vraiment occupées, puis on se parle dans la journée, on va faire plus business, on va s'envoyer les 3 appels. Puis, ça, c'est quand même cocasse, là. Mettons, on se parle par message texte, par Messenger, par Instagram, sur les 3 plateformes toute la journée, là. C'est comme, on est tout le temps en communication, puis... à la fin de la journée, mettons, on arrive, puis on dirait qu'on a tellement d'affaires à se dire. « Hey, je t'ai pas dit... ça, mettons... » on l'avait pas avant. Fait que, d'une certaine manière, il y a des plus aussi que ça nous a amené, que ça nous a rapprochés de cette manière-là. C'est vrai que, on est peut-être moins proche au sens relationnel, mais mettons, en tant qu'humain, on est tellement plus proche. Au final, c'est un une peu relation. Ça, là, ouais. Mais ça va se placer, je nous considère comme des bébés dans le working together thing, là. Fait que... work in progress. S'il y a des enfants qui se mêlent de tout ça aussi éventuellement. C'est ça. Ça, c'est un autre sujet chaud, là. On a 30 ans. On s'est toujours vu avec plusieurs enfants. En ce moment, pour moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à visualiser parce que je suis vraiment investie, je suis vraiment passionnée, j'adore ce que je fais. J'ai de la difficulté à voir comment je pourrais mettre ça un peu de côté parce que... Pour du temps pour ta famille. Ça, pour la famille. En ce moment, là, j'ai de la difficulté à voir ça parce que j'ai pas envie de mettre ça un peu de côté. Mais j'imagine que ça va se placer. De toute façon, comme tout le temps dans ma vie, je me suis dit... ça va arriver comme quand ça va être prêt, puis que ça va être ça, la vie, puis que tout ça. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça en avoir. Quelques exemples autour de toi, je pense que... Oui. Ça, c'est quand même des beaux exemples qu'on a autour de nous. Ils ont beaucoup d'enfants. Puis, on a vraiment beaucoup de valeurs familiales qui sont très similaires à celles des Abatiello, dont la famille. C'est magnifique de les voir tous ensemble, les enfants, cousins, cousines. Moi, je suis chanceuse. Je viens toutes les deux, mon chum aussi. On vient de toutes les deux des milieux. On a plusieurs frères et sœurs. Cousins, cousines, grosse famille, très familiale. Fait que, on aimerait ça reproduire ça aussi. Fait que... éventuellement, les enfants. On ne sait pas trop encore comment on va les intégrer, mais encore une fois, dans ma vie, comme j'ai pas eu, outre les Abatiello, j'ai pas eu plus jeune, moi, de modèles d'entrepreneurs où, ils ont vraiment intégré leur routine avec leurs enfants, avec la business, pour vraiment faire un match entre les deux. En tout cas, tu pourras même te donner tes conseils aussi, là, je sais que... c'est pas facile. C'est un défi. Mais tu grandis tellement là-dedans, tu deviens tellement plus résilient aussi. Oui, c'est clair. Comme tu dis, j'ai envie de faire ça, mais je dois faire ça. C'est constamment cette réalité-là quand tu deviens parent. Puis est-ce que vous aimeriez ça en avoir d'autres? Oui. Malgré les challenges que ça a représenté. C'est pas parce que c'est un challenge que c'est pas beau puis que c'est pas... Puis j'ai hâte de tester tous les apprentissages que j'ai faits sur une deuxième expérience. Parce que je suis très optimiste par rapport à un deuxième enfant. Maintenant que j'ai ces acquis-là, le premier est difficile, je pense, parce que c'est un bébé déjà, un business, puis c'est un bébé qui est naissant pendant plusieurs années. Là. Donc, c'est déjà beaucoup, mais je pense, un passage obligé qui te fait tellement grandir. Puis après, le résultat, c'est une famille qui est extraordinaire. Puis c'est un bel accomplissement. Ah oui, tellement. Mais... c'est comme deux projets un peu parallèles que... c'est trouver la balance, en tout cas, puis comment intégrer les deux. Mais c'est de l'organisation. C'est une question d'organisation, puis de flexibilité. Je pense que quand tu deviens parent,
t'apprends... Moi, en tout cas, ça a vraiment développé ma flexibilité. Parce que, Ah ouais, OK. maudit qu'il y a beaucoup de choses que tu contrôles plus. Ben, c'est ça. Quand est-ce que ça arrive, comment ça va se passer, à quelle heure. Comme tu contrôles plus tant ton horaire, donc il faut être prêt à changer complètement de fusil d'épaule en n'importe quel moment quand il y a quelque chose, puis devenir à l'aise avec ces changements imprévus. Oui, hein? Puis être cool avec ça. Mais tu dirais-tu garder le que sourire, puis... tes habiletés de gestion d'entreprise, puis tout ça, ça te sert, mettons, dans la gestion de ta famille? Sûrement. Sûrement. J'ai entendu ça à plusieurs reprises, que, tu sais, une famille, ça peut gérer comme une business. Ma conjointe a bien de la misère avec ça. Oui? Juste cette phrase-là. Ah ouais? OK. Puis, Parce qu'elle trouve ça froid, j'imagine. Exact. Comme, Elle ouais. voit ça comme quelque chose de trop rigoureux, mais... Mais je pense que moi, je gère une business comme je gère une famille. Mais c'est ça. Fait que... Puis je sais qu'elle gère sa clinique Ouais. comme un enfant, Ouais. puis avec tellement d'amour, donc peut-être qu'elle va changer de perspective là-dessus. Peut-être, ouais. Mais oui, je pense que d'amener de l'organisation, un peu de c'est ça. planification, de se créer une structure, ça peut aider Clairement. à gérer cette tâche-là. Ouais. Mais tu sais, cette nuit, notre petit gars s'est réveillé 3 fois. Ben, c'est Comme, ça. pendant 2 heures, je dormais pas. Puis T'sais. il y a 3 ans. Puis la vie C'est pas continue, supposé, là, on mais n'a c'est pas le comme choix, ça, là. puis tu vis avec. Tu apprends Ah, à c'est être clair. résilient. Je pense que ça, c'est un bel apprentissage. Ah, vraiment? Je te le souhaite. Ben oui. Je me souhaite aussi, éventuellement. Y a-tu des... je te l'avais posé la question dans le questionnaire. Y a-tu des livres ou des podcasts qui t'ont vraiment inspiré, que tu crois que tout le monde devrait écouter, ou en tout cas tout le monde qui s'intéresse à ce dont on parle aujourd'hui devrait écouter ou lire? Ah, c'est clair. Dans mon quotidien actuel, je sais pas si tu connais ça, Masterclass. Ouais. La plateforme, en fait, de tout Ben, plein j'ai jamais d'entrepreneurs, écouté de masterclass. Non, OK. Ça, je trouve ça quand même cool parce que c'est vraiment bien réfléchi. C'est sur toutes sortes de sujets. Encore là, moi, je trouve que c'est une source de créativité puis de motivation même, honnêtement, d'entendre les autres parler de leur réussite et tout ça, puis de comment ils sont arrivés. Je trouve ça tellement motivant. OK. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, surtout dans un quotidien où, tu sais, on n'arrête jamais, là. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment plus facile comme à écouter, à trouver le moment pour placer ça dans ma Y routine. en a-tu un qui t'a marqué particulièrement? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Ah, t'en as vraiment écouté beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est un abonnement? Oui, puis exactement. après ça, tu peux T'as un tout abonnement, écouter? puis il y en a plein. Je pense qu'ils sortent comme une nouvelle personne à tous les mois. OK. Si je me trompe pas et tout ça. Fait que ça, c'est quand C'est même long cool. comment un masterclass? Ça peut vraiment varier. Puis, tu sais, ils vont faire ça, c'est bien structuré, là, tu sais, ils vont faire comme des petits segments, là. Fait que, mettons que, je sais pas, il y en a un que j'avais écouté, c'était un entraîneur de basket. Puis, tu sais, comme, je m'intéresse pas tant que ça au sport et tout ça, mais tu sais, tout ce qui est high performance, ça m'intéresse. Fait que, tu sais, comme j'étais genre, c'est vraiment cool, tu sais, on va voir comment dans le sport, ils transcrivent ça, tu sais. Puis, mettons, il faisait ça par segment, puis, tu sais, genre, je sais pas si ça t'intéresse juste les ressources humaines, ben, tu pourras aller voir juste son segment qui parle de ressources humaines, par exemple. OK. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, ça peut varier entre 10 minutes et 1 heure, chaque segment. Puis tu peux toutes les écouter un à la suite de l'autre. Tu sais, moi, souvent, j'écoute ça quand je fais du ménage. Je veux pas, comme ça, on s'en sort pas. Là. Faut le faire. Fait que, tu sais, je l'écoute. Tout ça suit super bien. Ou ben sinon, c'est juste des petits bouts tu sais, qui t'intéressent. Ah, un qui m'a vraiment marqué, c'est sur l'intelligence artificielle. OK. L'incorporation de l'intelligence artificielle, tu sais, comme dans nos day-to-day et tout ça, ça me fascine. C'est longtemps qu'il est sorti? J'ai écouté ça cet été, je pense. OK, ça doit pas trop être expiré. Mais... Non. Ben non, ça va excuse-moi, tellement cet vite. automne. Cet automne? Ouais. Ça va tellement vite, l'intelligence Ça va artificielle. vraiment vite, mais il donnait comme des astuces sur comment l'utiliser. C'est un bon... Tu sais, comment tu peux l'optimiser, tout ça, comme un collègue plus que comme une base de données. Parce que, tu sais, bon, des fois, il y a de la désinformation qui peut se faire là-dessus et tout ça. Mais... Est-ce que vous utilisez l'intelligence énormément. artificielle sur une base quotidienne? Ouais, puis c'est pour quoi vrai, les outils principaux que vous utilisez? C'est rendu que... Ben, moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT, pour OK. être honnête, basic comme ça. Je sais qu'on peut l'utiliser pour plusieurs autres choses, mais je vais l'utiliser comme un collègue, comme brainstorm. Tu sais, mettons, je vais lui dire, je souhaite faire, je sais pas... une campagne marketing pour X ou Y, j'aimerais ça faire quelque chose d'original, mais je suis limitée dans mes idées. Pose-moi des questions pour que Aide-moi je pense à autre chose. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il m'aide à ce que moi, je trouve l'idée. Tu sais. Puis c'est une bonne idée. Pour vrai, J'adore. c'est incroyable.
Tous les jours, j'ai des flashs de nouvelles façons d'utiliser Ouais. les LLMs, ChatGPT. Fait que c'est comme une manière que lui, il m'optimise. Ça, moi, j'adore ça. Puis, tu sais, c'est bête, mais c'est comme c'est rendu, j'utilise pour plein de choses. Et je m'en vais en voyage, j'ai dit, j'ai donné mon itinéraire, j'ai donné la température, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mes valises. Puis là, j'ai dit, t'es sûr, là, qu'il manque rien? Puis là, il me refait d'autres affaires. Tu sais, comme, tu peux vraiment l'utiliser pour n'importe quoi. Puis juste, ça t'amène une certaine paix d'esprit, là, tu sais, comme, je sais pas, tu sais, quand t'as tout le temps l'impression que t'as oublié un petit quelque chose, tu sais, un petit détail, là, surtout pour un perfectionniste ou une perfectionniste comme moi, c'est comme l'obsession du mini-détail, là, lui, il fait en sorte que je vais me poser la bonne question qui va aller chercher ce 100% là, d'efficacité, mettons. Très cool. Je pense que je vais commencer à poser cette question-là plus oui, souvent. Hein? Comment toi, tu utilises l'intelligence artificielle? Il y a 1000 façons de l'utiliser. Il y a plein de bonnes idées. Puis là, tu vois que lui génère des prompts pour toi pour t'aider à trouver des bonnes idées. C'est du génie. Alors, pour vrai, c'est vraiment génial. Mais c'est justement dans ce masterclass-là que j'ai repris l'idée. Là. Okay. Fait que c'est vraiment cool, ça. Cool. Merci pour la référence. Et... j'ai un autre truc que j'ai commencé à faire, c'est t'inviter à donner le micro à quelqu'un d'autre. Y a-tu quelqu'un dans ton entourage que tu penses aurait une bonne histoire, un bon parcours à raconter, qui serait peut-être intéressé à venir ici puis que tu as envie de faire un shout-out aujourd'hui? Oui! Écoute, je te suggérais mon ami Jean-Bernard Parent-Houle. Ah ouais? Oui! Je le connais. Tu le connais? Ben oui, c'est ça. Lui aussi, dans le fond, on le connaît puisqu'il était avec Scholars at Your Service avec nous aussi. Un autre scholar sur le plateau. JB, lui, il travaille dans l'aménagement paysager. Okay. Il a sa business d'aménagement paysager, si je ne me trompe pas. Ça fait 4 ans. Il commence sa 5e année maintenant. Fait que non, je pense que ce serait intéressant. Ouais? J'adore JB, il est très, très coloré, très intéressant dans son racontage d'histoire. Donc, je pense que ce serait cool. Paysage Golden, si jamais vous avez... Paysage Golden. Oui, de l'aménagement paysager à faire dans le coin de Montréal. Ah, il était dans l'ouest de la ville, lui. Ouais. Cool. Merci. Et j'ai une dernière question pour toi. La question du billboard. Ouh. Si tu pouvais écrire quelque chose sur un panneau d'affichage que tout le monde sur la planète pouvait voir, ça serait quoi le message que tu enverrais? Hey, c'est tellement une bonne idée. C'est pas la mienne. Oh. Mais c'est bon quand même. J'irais dans le style motivateur ou pour que les gens se motivent ou que une petite phrase que les gens se disent « OK, moi aussi, je suis capable », puis ce serait « Fake it till you make it ». Parce que comme tu le mentionnais tantôt, j'ai l'impression que les gens attendent d'avoir la compétence ou la connaissance avant de se lancer. Puis quand tu l'as pas, la connaissance, fais comme si tu l'avais, puis tu vas te débrouiller, puis tu vas trouver le moyen de l'avoir pour vrai. Sauf si t'es chirurgien. Sauf si t'es chirurgien, là, évidemment. Évidemment, il y a des exceptions. Mais oui, c'est... Fake it till you make it. Moi, c'est ça que je dirais. Ça te permet de passer au-dessus de ton sentiment d'imposteur. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs bons exemples de ça, dont toi en marketing. Ouais. Good. Hey, un gros merci, Élise. C'était une super conversation. Merci tellement pour l'invitation. Oui, c'était vraiment plaisant. On va suivre de près la croissance de ta belle entreprise. Oui. Il va falloir que j'ai goûté à ça. J'ai jamais mangé vos pâtes. Oui, il faut. Ma recommandation, ravioli 3 fromages au pesto. Ravioli 3 fromages au pesto. Ouais. Sinon, la lasagne est bonne aussi, si t'aimes pas le pesto. Tout ça me parle. Merci beaucoup. Merci à toi, Élise. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.